Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et ce soir, 100% football et 100% débat. En compagnie de mes chroniqueurs, Mademoiselle Émilie, Florent, Xavier, Chris et Tom qui sont là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce soir, nous avons un invité exceptionnel sur rtsradio.fr. Et oui, ce soir, comme nous l'avons annoncé sur RTS Radio et sur Facebook, il a été formé à Lyon. Il est passé par Monaco, il est passé par Barcelone, il est passé aussi à l'AS Roma, au PSG et est actuellement à Monaco. Monsieur Ludovic Jouli. Bonsoir, Ludo. Bonsoir à tous. Si je peux vous appeler Ludo. Ouais, pas de problème. Merci d'être sur RTS Radio. C'est un énorme plaisir pour nous ce soir. C'est gentil, j'espère que ça va bien se passer alors. Ça, c'est le point de vue de comment vous débattrez avec nous. D'accord, je suis prêt. Pas de problème, ça va marcher. Ce soir, tweet live sans problème sur Skype. Vous pourrez nous suivre sur Skype avec On Aime Foot Auditeur. Et aussi, n'oubliez pas notre Twitter, avec les tweets live plutôt. Et merci de nous réécouter aussi sur nos podcasts. Vous êtes nombreux sur YouTube à réécouter toutes nos émissions. Messieurs et mademoiselles, nous allons lancer tout de suite le premier débat. Le premier débat, je le cite, un joueur en exil a-t-il intérêt à venir en France ? Donc ce soir, nous allons développer les joueurs français qui sont partis en exil et qui sont revenus en France, et aussi les joueurs étrangers qui sont intéressés à venir en France. Donc première question pour vous, Ludovic. Un joueur français a-t-il intérêt à revenir en France, à jouer en Ligue 1 ? Déjà, tout dépend de sa situation. Après, si le joueur est titulaire et joue beaucoup à l'étranger, je pense que c'est un palier à franchir. Maintenant, il faut pas trop qu'il parte trop tôt pour dire je pars parce qu'il a fait 6 mois de bien en France et que voilà, il croit qu'il va jouer dans un grand club. C'est toute une préparation, ça se prépare déjà d'avant. Après, ça dépend du caractère aussi du joueur, s'il est prêt, s'il est mûr. Il y a plein de paramètres comme ça qu'il faut tenir compte, mais on y est bien en championnat français, on y est très bien. Maintenant, on sait très bien qu'on est bien à Paris, Marseille, Lyon. Voilà, c'est les 3 grosses équipes européennes qui jouent à chaque fois le haut du tableau. Après, après, si on veut gagner une Champions League, on sait très bien qu'il faut partir à l'étranger. D'accord. Et vous, justement, vous y sentez bien, justement, vous qui êtes revenu justement au Paris Saint-Germain? Moi, j'étais parti pour mon carrière à Monaco, et après j'ai eu la chance de pouvoir faire une finale de Ligue des Champions et puis avoir l'opportunité de partir dans un grand club. Donc, mais avant mes 26 ans que je parte à Barcelone, j'étais pas prêt de partir parce que moralement j'étais pas prêt, parce que j'avais pas assez d'expérience et que pour moi j'étais très bien au niveau du championnat français. Après, c'est venu parce qu'on a joué contre des grandes équipes. Ça m'a donné envie aussi de voir aussi plus haut, de pouvoir jouer aussi en équipe de France, de pouvoir aussi prouver qu'en France j'étais l'un des meilleurs joueurs français, mais que voilà, qu'il fallait voir prouver si vraiment dans le monde du football j'avais les qualités et si je pouvais m'accrocher, repartir à zéro pour m'imposer dans un club étranger. Donc voilà, après moi c'est comme ça que ça s'est passé dans mon cas. Maintenant les jeunes joueurs qui partent au bout d'1 an ou 6 mois de France alors qu'ils ont 18 ou 19 ans,
C'est un coup dangereux. Comme qui, j'ai pas entendu. Ça vous choque? Est-ce que ça vous choque un peu? Ah, ça me choque? Non, ça me choque pas. Ça me choque pas. Ça m'a choqué à l'époque quand le Talek est parti avec Pongol, je crois, à Liverpool. Ils avaient 18 ou 19 ans. Pour moi, c'était trop tôt. Alors, c'est sûr que c'est une belle expérience parce qu'au début, on va jouer parce qu'on va avoir confiance en eux, mais après, prendre un rythme comme ça, c'est difficile. D'accord. On a vu. Pardon, donc bonsoir Ludovic. Bonsoir. Et donc pour vous, il y a un âge idéal pour partir à l'étranger bien... Non, il y a pas d'âge. On voit Karim Benzema la première année a eu des difficultés. Donc voilà. Après, c'est sûr que si tu tapes le Barça ou Madrid ou le Bayern, on voit que c'est complètement différent. Il y a beaucoup de joueurs internationaux. C'est du haut niveau. Il y a 25 joueurs de qualité. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut tout remettre en question, travailler surtout. Après voilà, on sait qu'il avait des qualités pour le faire, mais ça n'a pas été facile non plus la première année. Aujourd'hui, il explose parce que il parle l'espagnol, il a les qualités parce qu'il a pris confiance et qu'il a eu 2 joueurs exceptionnels, ils ont fait une super saison. Donc voilà, il a su aussi mettre le deux de chauffe, travailler, et aujourd'hui, voilà, il a la récompense qu'il a par rapport à tout le travail qu'il a fait. Maintenant, moi, un joueur a besoin de prouver. Aujourd'hui, une saison, ça veut rien dire. On est constant. Dans une carrière, on veut être constant. C'est-à-dire qu'on doit faire une carrière, ça dure entre 10 et 14 ans, pour les plus vieux. Il faut être constant. C'est-à-dire que tu peux pas faire une année bonne et après partir du je pars parce que j'ai 12 clubs et il faut que je sois un bon club. Oui, on a envie de partir parce que ça nous fait rêver. Mais après, il faut jouer. Et après, il faut démontrer que tu as le pouvoir, que tu as les qualités et l'envie de jouer et de démontrer que tu as les qualités. Et ça, c'est encore plus dur à l'étranger. Après, pardon, vas-y. Tito, vas-y. Non, après, je disais effectivement, pour en revenir à ce que disait Ludovic, je trouve qu'il a totalement raison avec les exemples de Talek et Timena Pongol. Pour eux, ça c'est assez bien. J'ai l'air fini parce que bon, même si l'expérience à Liverpool a été plus que difficile, je veux dire maintenant ils jouent quand même dans des clubs de Ligue 1, etc. Mais je prends l'exemple de certains autres joueurs pour qui c'est assez mal passé. Je prends l'exemple de Vincent Péricard, j'ai toujours cet exemple en tête, qui est parti de Saint-Etienne, qui avait signé à la Juve à l'âge de 19 ans, puis qui finalement a quasiment jamais joué, a été prêté dans des clubs de série B italienne, qui après est parti dans des divisions inférieures en Angleterre, puis qui finalement, je crois, si je me trompe pas, il a même arrêté sa carrière actuellement. Ça a assez mal tourné pour lui. Mais c'est vrai que je pense que il y a l'exemple aussi effectivement Mourad Megni qui a eu du mal effectivement quand il est parti à l'étranger. Mais je crois que ça tient surtout au fait à un discours, puis peut-être aussi à l'environnement personnel. Je sais pas ce qu'en pense Ludovic, mais l'environnement autour du joueur quand le joueur est jeune, parce qu'il y a beaucoup d'attractions en fait. Quand les clubs viennent justement sur un joueur à fort potentiel, faut avoir sur les épaules et puis du monde autour. Ouais, puis ce qu'il y a, c'est que les grandes écuries, quand ils prennent un jeune, ils prennent pas de risque parce que déjà ils vont pas le payer trop cher et ils pensent qu'ils ont la possibilité de pouvoir le revendre dans 3 ou 4 ans s'il explose. Et s'il explose pas, le gamin il se retrouve un peu dans la merde en disant voilà, je vais aller où? Alors c'est sûr que si tu vas au Real Madrid, tu t'entraînes 2 ans avec eux, ça va être génial. Mais pendant 2 ans, t'as pas fait un match et t'as plus de rythme. Est-ce que tu vas tenir le rythme? Est-ce que tu vas pouvoir revenir? La confiance, ça va être là. Il y a plein de paramètres qui font que c'est difficile après pour revenir. Et c'est pour ça qu'il faut faire un peu ses classes, un peu ou même beaucoup en France, parce que le championnat est bon, parce que maintenant il va y avoir de plus en plus de grands joueurs avec le Qatar, avec Monaco. Si nous on remonte, il y aura la possibilité d'avoir de bons joueurs. Marseille qui a aussi une belle équipe, Lyon. Donc on est en train de refaire quelque chose de fort dans le championnat et on a surtout de bons jeunes en France. Donc essayons de les garder pour justement augmenter ce championnat avec les qualités qu'on y trouve et surtout des joueurs d'étrangers qui viennent en France. Et ça, on n'a plus besoin d'aller s'exiler pour jouer dans les grandes compétitions. Justement, Ludovic, ces jeunes joueurs qui partent, alors jeunes joueurs qui partent à l'étranger, français ou d'autres qui sont un peu plus âgés justement, moi je trouve que
certains ont la capacité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Karim Benzema qui a complètement la capacité, il avait les épaules, ça a été dur, mais il a eu les épaules et qui est parti dans un grand club. Il a fait 3 ans, quand il a fait sa formation à Lyon, il a fait 3 ans en Champions League, il a appris, il n'est pas parti comme ça, je veux dire, il était au meilleur plateforme à Lyon, il commençait avec l'équipe de France, il a commencé à jouer, il est resté encore une saison en plus, il devait partir, mais du coup, il était resté, je crois, une année en plus pour justement s'assurer l'équipe de France d'une part, et après prendre encore un peu plus d'expérience. Donc on a besoin de ça, on a besoin de prendre son temps. Et il faut pas aller plus vite que la musique. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, il y a un environnement autour d'eux qui leur vendent un peu du rêve. Et parce qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, et parce qu'on pense plus à l'argent qu'à une carrière, comment envisager sa carrière. Je crois que c'est un peu faussé, et puis si t'es mal conseillé, tu peux partir vite en cacahuète, et ta carrière peut vite s'arrêter. Justement, Ludovic, en fait, je voulais en venir à un certain point, en fait, c'est-à-dire, par exemple, comme David Trezeguet qui était annoncé à un moment à revenir à jouer en France, que vous connaissez très bien. Est-ce que justement ce joueur, David, s'il serait revenu justement en France, il n'y aurait pas trop de pression, trop d'attentes justement sur des joueurs qui sont exilés dans des championnats étrangers, qui sont explosés, quand ils reviennent en France, c'est un peu dur, quoi. C'est même pas ça. Le problème en France, quand t'as 32 ans, t'es fini. Donc déjà, à la base, c'est compliqué parce que plus de 32 ans, t'as déjà une étiquette de vieux joueur et... Justement, on a déjà fait un débat là-dessus en plus. Voilà. Donc ça, c'est un peu le problème. Après, le problème des joueurs comme ça, des joueurs comme ça, c'est pas comme ça, c'est que on a connu le haut niveau. David a connu toujours le haut niveau, que ce soit en équipe de France ou avec la Juve. Il a fait des grands clubs. Et vous savez, revenir dans un club, je dirais, moyen en France, c'est compliqué, sauf si tu vas dans un club où il y a la Ligue des Champions chaque année, à Lyon, à Paris ou à Marseille, parce que... Justement, justement devait aller à Lyon. Enfin, devait, bien sûr. Et je ne sais pas, après moi je suis pas son agent, mais je sais oui, pas bien du sûr. tout. Mais, non, mais voilà, après, entendu dans la presse. Voilà, après donc, il a la possibilité de ou finir sa carrière dans un club français, ou voilà, de repartir comme il est parti à Dubaï, à mon avis, il a fait une erreur parce on voit aujourd'hui en Argentine qui s'éclate et qu'il a la qualité pour jouer au-dessus. Donc voilà, après c'est un choix de carrière. Il a su rebondir vite parce que il a vu que ça ne peut-être pas au climat là-bas et que le football lui plaisait pas. Il a su repartir en Argentine chez lui et il s'éclate. C'est comme s'il revenait en France parce qu'il a commencé en Argentine là-bas. C'est comme s'il revenait dans son pays et voilà, parce que il aime le football et il avait pas envie de finir comme un touriste. Mais ça, c'est d'ailleurs, moi, caractère. Pardon ? Moi, je voulais justement réagir. Bonsoir, Ludovic. Par rapport à ce que vous avez dit sur étant supporter du PSG, il y a une période justement où on faisait beaucoup revenir les anciens, entre guillemets, et comme vous l'avez dit, souvent, quand on dépasse la trentaine, on n'en veut pas, ou même des fois moqué. Moi, je me rappelle le PSG avec qui il y avait Coupé, Makelele, vous-même, et beaucoup disaient la maison de retraite, etc. Alors que ces gens-là, ils ont plus apporté que beaucoup de jeunes, et c'est même presque insultant, je trouve, parce que c'est bien. Ouais, mais ça, c'est la mentalité française. On est comme ça, on est jaloux. Donc à partir du moment où on est jaloux, où on revient parce que le projet nous plaisait, parce qu'on n'est pas revenu pour faire les touristes, parce qu'on a remonté, je pense qu'on a commencé à remonter le club, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il en est là. On a contribué, pas grâce à nous, mais des Greg Coupé, des Makelele ou des Ludovic Julia, on est revenu parce qu'il y avait un challenge, qu'il fallait redresser le PSG parce qu'il n'était pas bien. Il a failli descendre l'année qui suivait, donc l'année d'avant, je veux dire. Donc il fallait redresser le PSG. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'avec de l'expérience, on a l'expérience pour. Après, on dit pas que sur le terrain, on a été les meilleurs du monde, mais en tout cas, dans les vestiaires, on avait une super ambiance. Après, sur le terrain, on a apporté notre savoir-faire. Et voilà, aujourd'hui, le PSG, il en est là aussi parce qu'il y a eu un suivi et que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, les gens qui critiquent, ils savent pas ce que c'est s'entraîner tous les jours, d'avoir 18 ans. Je parle pour moi parce que j'ai 18 ans de carrière. Voilà, ça fait beaucoup du match, ça fait beaucoup d'entraînement. Alors je dis pas que je suis le meilleur de mon club ou de l'équipe, loin de là. Mais ça apporte une stabilité aux jeunes joueurs. J'essaie de les conseiller. C'est important d'avoir des anciens. On ne peut pas faire une équipe de gamins de 18 ans. On a vu que nous, à l'AS Monaco, que les 6 premiers mois, c'était catastrophique parce qu'il y avait trop de jeunes et qu'il fallait
il lui fallait des anciens. Donc à partir de là, il faut qu'il y ait une ossature entre les deux, que ça se passe bien. Et nous, on est là pour conseiller, on n'est plus là pour prouver. On n'est pas là pour prouver, on est là juste pour jouer parce qu'on aime déjà le challenge qu'il y a à l'AS Monaco. Moi, je suis revenu pour le remonter. Après, pour remonter à l'ASM, après, c'est le challenge de pouvoir dire, voilà, moi, je veux bien finir, je veux finir dans un club où je me sens bien, où je veux pas me prendre la tête, où je veux, mon expérience, ça va servir à certains jeunes, si je peux en donner, et surtout, aider le club qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours soutenu. Donc voilà, après, moi, je suis pas venu pour l'argent. Je suis pas venu ici à Monaco pour l'argent, je suis venu pour aider le club. Ludovic, moi, j'ai une petite question, enfin, moi, c'est mon point de vue par rapport à ça. Les joueurs qui sont exilés, qui ont joué en France, qui sont exilés, qui reviennent, et d'autres qui veulent pas revenir. Pour moi, je pense que personnellement, après vous me direz ce que vous en voudrez, mais je pense que personnellement, ces clubs-là en Ligue 1 ne font plus rêver. Honnêtement, bah moi, je parle de moi. Je suis revenu donc encore Paris. C'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir jouer à Paris parce que c'est un grand club, même s'il n'y avait pas des champions, mais je veux dire, les structures, elles y sont, il y avait des bons joueurs, il y a un super public, il y a un super stade, donc pour moi, c'était pas trop, je voyais pas trop la différence. Par contre, quand tu viens après en Ligue 2 et que tu viens à Monaco et qu'il y a 3000 personnes, là, mon pote, ça te met un coup derrière la tête quand même. Mais là, après, c'est à toi de voir pourquoi t'es venu. T'es venu pourquoi? Pour aider le club ou pour faire briller s'il fallait pas signer à Monaco? Parce que moi, je savais que ça allait être comme ça. Parce que j'étais préparé pour ça. Mais voilà, je veux dire, c'est vrai que le joueur qui joue devant 80 000 personnes et du jour au lendemain, il revient en France et il joue, je dis n'importe quoi, Monaco pour dire Monaco, c'est sûr qu'il y a un écart qui est flagrant. Et la motivation, elle n'est pas pareille. Donc après, voilà, c'est en fonction du club où tu vas aller et des ambitions que le joueur a. Et d'ailleurs, en France, moi, je trouve que c'est un peu schizo parce qu'on est souvent à idolâtrer, par exemple, on voit Ryan Giggs, on parle d'Inzaghi, de Paul Scholes. Et en France, c'est vrai que les anciens, qui reviennent, des fois, on se pose la question, est-ce qu'ils reviennent pour l'argent ou c'est parce qu'ils jouaient pas là-bas? Des fois, ça peut être aussi le challenge sportif. Ludovic Giubi, par exemple, à Monaco, on voit Jérôme Rotten, tout le monde disait pour l'argent. Non, mais justement, c'était pas pour l'argent. Jérôme Rotten, tout le monde disait qu'il était cuit, il a été le meilleur joueur de Bastia. Et peut-être que ça va peut-être les faire réfléchir, les dirigeants, aussi que ça soit moins raillé, quoi, que les anciens reviennent. Oui, dans un club, il faut des joueurs de 30, 34 ans, parce que on a trop d'expérience, parce qu'on sait tenir un groupe, parce qu'il y a du vécu, il y a plein de choses. Alors il y a des jeunes talents en France et ça tant mieux, mais il faut aussi faire confiance aux anciens, que ce soit Wilford aussi qui a encore 36 ans et qui joue encore. Donc ça veut dire que déjà on aime le football parce qu'on serait pas là si on voudrait juste de l'argent. Déjà on n'en gagne pas, on y va juste parce qu'on aime le football et parce qu'on veut donner de tout ce qu'on a vécu par rapport au club étranger où on a vécu et au titre qu'on a gagné. Donc ça n'a pas de prix, ça vous pouvez me mettre qui vous voulez, il n'y a personne qui pourra aider un jeune autant que nous les anciens. On peut leur dire voilà, moi j'ai joué dans tel stade, dans tel club, c'est comme ça qu'il faut que tu travailles, c'est comme ça qu'il faut que tu t'améliores. Essaie de prendre une hygiène de vie pour être constant dans une carrière. Une carrière, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est 10 ans. Donc dans 10 ans, il faut que ton corps, ça devienne ton du travail, tu connaisses ton corps, que tu sais ce que tu dois faire, à quelle heure tu dois manger, à quelle heure tu dois dormir. Et c'est ça. Et ça, c'est tous les jours qu'on fait. Nous, on donne des conseils comme ça à nos jeunes. Moi, je donne ces conseils-là à des jeunes pour qu'ils se mettent dans l'idée que le football, c'est pas de l'argent. Le football, c'est un métier, c'est une passion à la base qu'on a tous, mais ça devient un métier parce que il y a la pression, parce qu'il y a l'argent à gagner autour, parce que les sponsors ils sont là, le président il veut une belle équipe, et le joueur, au lieu de penser à l'argent, il faut qu'il pense à son sport, à savoir ce qu'il sait faire le plus, c'est jouer au football. Ludovic, moi je vais partir juste sur parce que ce débat est en 2 parties quand même, on va partir un peu sur les joueurs étrangers qui veulent venir en France. J'ai juste une question, parce que vous en connaissez justement des joueurs étrangers, est-ce qu'ils sont pas rebutés aussi ces joueurs étrangers pour venir en France? Bon déjà, parce que c'est déjà certes moins payé que certains clubs, mais aussi par exemple un Portugais qui vient en France, est-ce que c'est pas dur le langage à apprendre avec ses coéquipiers qui ont justement joué ensemble, enfin qui ont été jeunes, ils ont joué ensemble, et quand il faut intégrer un joueur comme ça qui est portugais d'origine et qui parle pas très bien français, est-ce que c'est pas dur justement? En plus vous l'avez un peu vécu un peu à Barcelone. Moi j'ai vécu dans les deux sens, c'est-à-dire que je suis parti. Le problème quand tu vas dans un pays,
le respect, et je pense que la moindre des choses, c'est que tu apprennes la langue. Absolument possible. Aujourd'hui, je vois des joueurs qui savent parler français, ça fait 3 ans qu'ils sont en France. Pour moi, je trouve que c'est un manque de respect. D'accord. Alors, pour moi, hein, après, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, quand je suis allé à Barcelone, j'étais blessé. Et dans le lieu de partir en vacances, je me suis fait soigner au centre d'entraînement à Barcelone et j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Parce que pour moi, un joueur qui arrive dans un pays, il doit déjà se faire comprendre en disant déjà par rapport à l'entraînement, à l'entraîneur, par rapport à la tactique, par rapport au jeu, et par savoir comment il doit aller à droite ou à gauche ou au milieu ou devant. Si c'est pas parlé, ça va être un bordel. Donc déjà, s'il arrive à communiquer avec le groupe, je pense qu'il a déjà gagné 70% de l'intégration. Mais le vrai problème n'est-il pas justement qu'avant, il y a quelques années, on pouvait rester plusieurs années dans un championnat et donc connaître la culture et la langue de ce pays-là, et que le problème du football contemporain, c'est que les gars, ils restent 6 mois, 1 an et puis ils se barrent. C'est peut-être ça le vrai problème actuellement. Sur les joueurs qui partent à l'étranger, qui partent au bout d'1 an, c'est ça que tu m'as dit? Parce que j'ai pas bien compris. Peut-être que maintenant la durée de vie des joueurs dans un club de football est beaucoup plus précoce, donc ils n'ont même pas le temps d'assimiler une culture, ils sont déjà partis ailleurs. Oui, mais en fait, moi, je veux dire, quand je suis dans un club, j'ai un contrat de 3 ans ou 4 ans. Donc, à un moment donné, je sais qu'il va falloir que je parle la langue. Je suis pas là pour signer 1 an. Moi, c'est rare qu'un joueur, il signe 1 an ou alors il est prêté et à partir de là, c'est vrai que pour lui, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir s'intégrer. Mais moi, je vois l'exemple aujourd'hui du gardien Sirigu à Paris. Ben, je trouve que c'est un super exemple. Le mec, il parle, il fait une conférence de presse en français. Il parle très bien français. Quand même qu'il a intégré. Ancelotti, voilà, pareil. Hein. Je veux dire, pardon? Carlo Ancelotti, pareil, hein, première conférence. Exactement. C'était pas préparé, mais il a fait l'effort. Mais ça, c'est parce que c'est la culture des grands. Ça veut dire que c'est le respect aussi. C'est-à-dire que tu arrives dans un pays, bah, tu fais le maximum. Après, je dis pas qu'il faut parler français ou espagnol ou portugais le mieux possible. Mais moi, en espagnol au début, ma première conférence de presse, j'ai fait à 2 mois après. Alors je disais, ils comprenaient des fois pas mes mots, mais c'est pas grave. J'ai tenté. Je m'en fous de passer dans le zapping parce que j'ai dit un mot de travers. Moi, à un moment donné, c'est le respect du pays où on est et du club où tu es, et puis des coéquipiers. Ribéry parle allemand. Voilà. Mexès parle italien. Non, mais je veux dire, les joueurs qui viennent en France, étrangers, pourquoi ils les apprennent pas le français? Parce que nous, on s'adapte à eux. Au lieu de nous parler français, nous on s'adapte à leur langue. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut que nous aussi, en France, on donne des restrictions, disant voilà, oh les gars, vous êtes dans notre pays, maintenant il faut s'intégrer et parler français. Ça devrait être la base dans tous les clubs. Après, c'est vrai qu'il y a certains joueurs effectivement, entre autres comme vous, mais c'est vrai que certaines personnes du football et après qui ont encore ces valeurs-là, justement ces valeurs de respect, qui parfois je trouve manquent effectivement à certains joueurs. Mais est-ce que pour en revenir justement aux joueurs qui reviendraient justement ou pas justement en France, mais est-ce qu'il n'y a pas certains leur vont voir plutôt l'aspect financier parce que effectivement il y a pas mal de nouveaux championnats qui s'ouvrent aux joueurs à arriver à un certain âge. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des propositions pour aller par exemple jouer au Qatar ou aux Émirats. Il y a certains, alors après c'est vrai que c'est le champ sportif, je veux bien, mais c'est vrai que c'est des choix plutôt. D'accord. Aujourd'hui on a un problème dans le monde du football, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus. D'abus dans le sens où des jeunes joueurs aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Et je pense qu'à ce moment-là, on a tellement voulu surenchérir les joueurs parce qu'on les voulait, parce que les clubs se battaient entre les uns et les autres. C'est devenu à des sommes aujourd'hui astronomiques. Et je pense que c'est là l'erreur. Parce que ils n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Un joueur qui sera bon gagnera toujours plus qu'un joueur moyen. Mais aujourd'hui, on a fait une amalgame sur ces jeunes-là et on ne sait plus qui vaut quoi. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tape dans l'œil de quelqu'un, on est capable de lui donner 30 000 ou 40 000 euros pour un premier contrat pro. Alors qu'à l'époque, on gagnait 2 500 euros, et encore, je suis gentil, c'était à la charte. C'était 2 500 euros. Et puis on parlait jamais d'argent. On parlait juste de s'imposer, de pouvoir jouer dans l'équipe. Ouais, les choses ont évolué. Oui, alors aujourd'hui, pas forcément dans le bon sens. Et ça fait mal aussi.
ce qui a surtout fait mal, pour moi, c'est mon point de vue, c'est le mercato d'hiver. Parce que moi, j'ai un exemple, par exemple, Didier Digard, je me rappelle, il jouait à Paris, il arrive, il était motivé, au bout de 6 mois, il joue plus. Et au bout de 6 mois, il est parti. Avant, un joueur, il essayait de retrouver sa place. Maintenant, s'il joue plus, il va penser à partir. Il y a trop de mercato. Les contrats, il y a trop de facilité. Après, mais ça, c'est la facilité des faibles. De pas pouvoir se remettre en cause, de pas pouvoir dire voilà, je vais me battre encore une année pour prouver à l'entraîneur que je peux jouer dans son équipe et que je peux gagner ma place. Parce que c'est ça la base. Le football, c'est quoi? C'est la compétition. Alors c'est sûr, on est 25 ou 30 joueurs pros et il y a quand même de la concurrence. Et c'est ça qui fait avancer l'équipe, c'est ça qui fait avancer un groupe. Si maintenant le joueur, au bout de 6 mois, il dit non, mais moi je m'en fous, je ma paye. Il va faire ça 1 an, 2 ans, la deuxième année quand il va plus jouer. Pendant 2 ans, il va plus jouer. Il va dire bon, je vais peut-être retourner dans mon pays, je vais peut-être trouver une équipe pour rejouer. Mais après, les mentalités, elles ont tellement changé que ça devient, on repartira. Vous trouvez-vous vraiment, de votre vision à vous, vous avez vu un changement depuis que vous jouez au football sur la mentalité des joueurs, vraiment? Ah oui, bah oui. Aujourd'hui, on parle que d'argent dans les vestiaires. Moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est de leur faire comprendre que pendant moi, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, moi, mes entraînements, c'était lundi 2, mardi 2, mercredi 2. Hein. J'avais 2 entraînements par jour. Hein. Et parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, ils ont un entraînement par jour. Ils ont 18 ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils connaissent ce que c'est souffrir ou travailler ou alors je dis pas qu'ils sont tous feignants ou tous mauvais, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui on est dans un système d'entraînement même en France qui correspond plus à de la formation à professionnel. Il y a quand même un écart et pour moi faut tout repartir, il faut repartir à zéro et reprendre à la base. D'accord. Du centre de formation aux joueurs pro. Et les joueurs qui jouent qui commencent à jouer à l'âge de 18 ou 19 ans, essayer de les garder dans les clubs formateurs en leur disant voilà, il y a un cheminement à faire, en disant voilà, cette année tu as fait 10 matchs, et l'année prochaine si tu fais 20 matchs, tu as le droit à une prime ou à renégocier ton contrat parce que c'est la carotte, c'est comme ça que ça avance. C'est comme ça que on a tous fait, on a tous fonctionné comme ça. C'est pas dire tu vas faire une saison, ciao, merci, vous m'avez formé, maintenant je me barre dans les grands clubs. Non, c'est plus ça. Il faut retrouver l'amour du club, l'amour du maillot et respecter un peu les contrats. Et vous l'avez, parce que vous êtes revenu à Monaco et moi je tiens à vous dire ce soir quand même. Ouais, voilà, je tiens à vous dire quand même que ce soir quand même, vous jouez à Monaco, vous avez l'amour de Monaco et ça se voit quand vous jouez et vous êtes revenu et de toute façon ça serait si vous êtes revenu pour l'argent. Merci Ludovic. De rien, merci à vous. Attendez, partez pas. Ouais. On va juste conclure tout ça. Merci d'avoir participé à tout ça déjà, c'était très très intéressant. Mais avant de finir cette émission, c'est une tradition dans notre émission. Il faut juste répéter cette phrase si vous l'acceptez bien sûr. La phrase est la suivante. Ici Ludovic Giuli. J'écoute quand on aime le foot, on parle foot. Sur RTS Radio. Attendez, je vais vous la répéter. Répétez-moi là. Ici, c'est Ludovic Giuli. Ici, Ludovic Giuli. J'écoute quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Sur RTS Radio, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Ouais, je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Non, dites la première phrase au pire. Ici, Ludovic Giuli. J'écoute et j'accepte de parler foot, c'est ça? Non, j'écoute quand on aime le foot. On parle foot. Attends. Je vais la noter comme ça, vous la faire correctement. De toute façon, il y a beaucoup d'invités qui la notent et vous avez le droit de la noter. Vous avez... Alors, j'écoute et... J'écoute, voilà, quand on aime le foot. Attendez. Alors, ici, de Julie. J'écoute. Quand on aime le foot, j'écoute. Quand on aime le foot, on parle foot. J'écoute. Quand on aime le foot, on parle foot, c'est ça? Sur RTS Radio. J'écoute quand on aime le foot. Et après? Sur RTS Radio. Quand on aime le foot, on parle foot, pardon. Quand on aime le foot, on parle foot. Sur? RTS Radio. Ok. RTS. C'est super. Parfait. Moi j'adore. RTS. Radio, pardon. Voilà. Ok, c'est bon, je vais la faire en nickel. On vous écoute. Ici, Ludovic Giuli. J'écoute quand on aime le foot, on parle foot. Sur RTS Radio.
Énorme. C'est énorme ce soir. Ça va? Ludovic Julie sur RTS Radio, je tiens à vous le dire. Merci Ludovic, vous êtes le bienvenu dans l'émission, vous revenez quand vous voulez. Football.fr, l'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de Football.fr. Paroledefoot.com, c'est réaction, analyse et interview. Tout ça sur paroledefoot.com. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Footafricain.com. Nous vous donnerons toute l'actualité des footballeurs africains. Venez découvrir footafricain.com. Et oui, nous sommes de retour dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Juste après, justement, ce débat avec Ludovic Julie qui est déjà parti. Oui, désolé, il est resté que 30 minutes. J'en suis désolé, cher auditeur, mais restez quand même avec nous. Nous continuons le débat ensemble. Bien sûr, pas tout seul, parce que je ne pourrais pas faire un débat tout seul, mais avec mes chroniqueurs qui sont toujours là. Mais ce débat, c'est aussi notre partenaire paroledefoot.com et nos membres qui l'ont choisi sur notre page Facebook, qui ont voté sur notre page Facebook et ils ont voté nombreux sur ce débat que je cite, l'Euro, un laboratoire pour l'équipe de France pour la préparation de la Coupe du Monde 2014. Ça, c'est la grande question de ce soir. Et moi, j'ai envie de vous lancer tout de suite, chers chroniqueurs, sur justement ces joueurs qui ont la trentaine ou un peu plus. Justement, il a créé un peu une ossature autour de certains joueurs comme Malouda et j'en cite d'autres. Et j'en citerai d'autres plus tard, mais je laisse la parole tout de suite à Flo. Je vois que sur les joueurs qu'il y a que 2 joueurs qui ont plus de 32 ans. Il y a Malouda et Réveillère, tout le reste a moins de 32 ans. Et que sur la liste donc qu'il a donnée, il y a 19 joueurs qui auront moins de 30 ans ou maximum 30 ans en 2014. Donc les joueurs qu'il a pris, c'est tous des joueurs qui seront potentiellement, on va dire, sélectionnables, qui ne sont pas barrés par l'âge en fait pour 2014. Et il a pris vraiment des joueurs qui seront susceptibles justement de pouvoir former une ossature et qui vont servir de cet Euro pour moi pour faire pouvoir arriver à la Coupe du Monde 2014 en ayant une expérience en plus. Ah bah Alors, certains de ces joueurs-là ne sont pas toujours blessés, quoi. Ouais, parce que moi, je voudrais, là, comme tu me parles de la liste, la belle liste de Laurent Blanc, moi, je voulais juste poser... ça y est, c'est parti. Ouais, non, mais je vais poser une question déjà, premièrement. Quand on dit il y a une logique de groupe, moi, pour Gourcuff, par exemple, il a de l'affection pour lui, comme pour Diarra, il compte sur eux, à la limite. Après, ils étaient là au début de l'aventure. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, je veux savoir pourquoi ils étaient là au début de l'aventure. Sako et Gamero sont plus là. Pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Yann Mvila, qui est pas bon depuis un an, il est là. Bon, Gourcuff, on n'en parle même pas. Y a qui d'autre que j'ai vu Oui, non, mais je comprends bien ce que tu dis. Le niveau d'Alou Diarra, je comprends pas. Mais moi je comprends bien ce que tu dis. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu pars déjà pour une compétition, à la base, si tu veux, Laurent Blanc. Enfin moi c'est comme ça que je vois la chose. C'est qu'il est arrivé, son projet au tout début quand il est arrivé déjà c'était redresser l'équipe de France et il avait en vision la Coupe du Monde 2014 et il l'avait dit d'ailleurs, il me semble bien au début, il avait dit son objectif c'est 2014. Après quand tu pars pour une compétition comme ça, c'est pas comme en club. En club t'as toute ta saison etc. Là comme il voit pas les joueurs souvent, il est obligé à la base de faire, j'allais dire, parce que des choix et de s'appuyer sur nos ossature. Et moi, personnellement, où je trouve que c'est intéressant, c'est que il s'est appuyé sur les joueurs qui sont sur la liste. Il y en a beaucoup qu'on fait partie. Alors c'est vrai qu'en club, ils ont fait des bonnes ou des moins bonnes prestations. Alou Diarra, c'est une ombre. Effectivement, Gourcuff, il est plus souvent en dehors du terrain que dessus, c'est clair. Martin, voilà, oui, il a pris ça. Oui, il a la carte vermeille. Je veux pas faire mon parisien de base, mais quand tu pars avec Sako depuis le début et qu'il n'a pas non plus été plus catastrophique que Gourcuff, alors est-ce que c'est Yanga Mbiwa qui est vraiment très fort? C'est pareil, il prend un risque de le prendre parce que pour un Euro, il a jamais joué de match de Coupe d'Europe vraiment. C'est un risque. Ça peut être une preuve qui prépare effectivement la Coupe du Monde 2014. Oui, enfin en même temps, Sako il est jeune aussi. Pardon, mais là, c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds. Pardon, mais chacun dit évidemment ce qu'il pense, mais c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue dans notre émission. Et je ne vois pas moi l'équipe de France pourquoi elle pourrait s'orgueiller d'avoir la meilleure génération de jeunes pour dire on a une génération tellement folle qu'on va boycotter l'Euro 2012 pour préparer la Coupe du Monde 2014. Non.
ça fait 2 ans qu'on y siphonne le cerveau en disant oh là là, 17 matchs en défaite, extraordinaire résultat, alors que tu vois que sur le terrain, franchement, la manière, elle est quasiment jamais là. Je vois pas pourquoi il pourrait s'orgueiller de dire oh ben nous on boycotte un petit peu la Coupe d'Europe pour préparer la Coupe du Monde. Et par contre, c'est là que tu vas pouvoir le juger vraiment s'il y a eu des efforts, parce que là, l'Euro, il y a quand même des belles équipes. Souvent, c'est plus dur parce qu'à la Coupe du Monde, t'as beaucoup d'équipes, tu peux sortir des poules. Là, tout de suite, tu vas avoir quand même des gros matchs. Tu rencontres quasiment le gratin de l'Europe, et donc c'est là que tu vas voir vraiment si Laurent Blanc, il a fait progresser cette équipe. Et, c'est vraiment là que tu vas pouvoir juger. Ouais, moi, je veux juste poser une question, et celui qui sait me répondre, il se lève tout de suite après. On va être un peu au tribunal là-dessus. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée pense que vraiment l'équipe de France a plus de chances de gagner la Coupe du Monde en 2014 que l'Euro aujourd'hui? Ah bah carrément. Bah oui, moi. Bah oui, vu qu'on a vu qu'on a aucune chance de le gagner là, on aura forcément plus de chances de gagner la Coupe du Monde. Ah oui, avec le Brésil, l'Argentine. Alors, non, mais je veux dire potentiellement. Attendez, je vous coupe tout de suite. Le truc, c'est que l'Euro 2012 va être une base pour Laurent Blanc. Ça va être sa base de son équipe. Il va falloir qu'il se crée justement une émulsion avec ses joueurs pour créer justement cette équipe-là. Après, il y a eu des choix qui ont divergé et qui divergent. Il y a des choix qui sont bizarres, mais certes, sa liste n'est pas encore finie. Il reste encore 3 joueurs à enlever de cette liste, faut pas l'oublier. Mais et puis il va peut-être y avoir des surprises là-dessus aussi. Ouais, voilà. Par rapport à ça, je pense qu'il peut s'appuyer justement sur des jeunes joueurs qui va, on va dire, pas grossièrement formés, non, c'est faux, mais qui va fondre dans le moule avec le groupe. Mais pour créer cette cohésion et pour que cette cohésion se crée dans le groupe, il faut gagner quelque chose avec l'Euro. C'est parce qu'en se prenant 5 matchs à 0-0 ou 5 matchs à se prendre des bitures, enfin ça va être radical. Le groupe ne se formera jamais. Non mais Christopher, comment veux-tu qu'ils gagnent? Tu les vois gagner franchement l'Euro? Cite-moi un joueur de base. Tu ne cites même pas 3-4 gros joueurs, à part Karim Benzema et peut-être Hugo Lloris le gardien. Le reste c'est moyen. Hein. Et Ribéry, mais Ribéry il a du mal à quelque chose. Tu vois des jeunes joueurs percer, devenir des stars mondiales en 2014. Tout d'un coup là tu m'en cites 2 et tu penses qu'il y en aura 11 dans 2 ans. Mais on parle pas de gagner déjà. C'est pas forcément improbable. C'est quoi ce gros délire? L'équipe de France est une des meilleures équipes du monde dans l'histoire du football. Alors que ça vous plaise ou non, il y a toujours ce côté on est minable, etc. Oh, si on fait de la merde en 2012, c'est pas grave, on prépare 2014. Je suis navré de ça s'est jamais vu nulle part. Une des plus grandes machines du football moderne. Le mec, il est là depuis 2 ans, il peut pas faire de la merde à l'Euro. Il doit avoir des ambitions. Et et on va pas dire il a qu'à mettre des juniors à l'Euro pour préparer 2014, c'est du grand. Non, mais attends, mais c'est pas du tout. Moi, c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça que je voyais la chose. Je vais prendre un exemple. Tu es en train de dire qu'il y a un groupe qui est en train de se construire, toi, Flo, c'est ça? Voilà. Il y a un groupe qui veut construire un groupe en étant performant, et on être encore plus performant. Non, mais il y a un parallèle. Attendez, calmez-vous. Que Flo finisse sa parole parce que là, il est en train de s'énerver. Laissez-le parler, merci. Non, il y a un parallèle tout fait. Prenez Aimé Jacquet. Qu'est-ce qu'il a fait en 96? L'Euro 96, il lui a servi à quoi? À préparer la Coupe du Monde 96. Quoi? Il fait demi-finale. Il fait demi-finale, je suis d'accord. Mais à quoi ça lui a servi 96? C'était à préparer, il l'avait dit d'ailleurs. 96 a perdu. Demi-finale. Et au pénalty. Demi-finale. Oui, au pénalty. Non mais ça a permis à préparer la Coupe du Monde 98. Alors oui, 98, ça se passait en France. Mais là, le principe elle-même, l'Euro, c'est fait pour préparer 2014. Maintenant, ça empêche pas d'avoir de l'ambition et de vouloir aller le plus loin possible. On va pas là-bas pour faire les pantins, etc., juste pour rentrer sur le terrain, pour faire 3 matchs et puis basta. L'objectif, c'est bien déjà. Non, mais l'objectif, c'est de faire le meilleur. Non, mais l'objectif, c'est de faire le meilleure chose possible, mais avec pour objectif aussi, c'est d'avoir un groupe qui va se créer, des jeunes joueurs qui vont emmagasiner de l'expérience pendant cette compétition, histoire justement de se frotter au gratin européen et de savoir ce que c'est que vivre, parce qu'en fait c'est pas uniquement des matchs, c'est quand même ils vont quand même vivre ensemble pendant quelques semaines, le maximum possible. Non, mais il y a une vie de groupe qui doit se créer. On a bien vu, je prends l'exemple de Gourcuff, mais c'est vrai qu'a priori, a priori, il avait du mal à se fondre dans la vie collective d'équipe de France en 2010, hein. Donc, Thomas, voilà. Tu voulais réagir dessus. Non mais pardon, mais des jeunes joueurs pour emmagasiner de l'expérience, on n'est pas l'Arabie Saoudite, hein, pardon, mais. Ah ouais, mais on a pas. C'est un faux débat, les gens. Mais c'est un faux débat, sans déconner.
Là, on va dire effectivement l'Euro prépare 2014. Il est même pas sûr d'être là après l'Euro déjà. Ah mais Ouais, c'est voilà. là, je disais tout à l'heure, ça va dépendre des résultats. Voilà, est-ce que Laurent Blanc va vraiment préparer le 2014 en sachant que Laurent Blanc n'est même pas sûr d'être là pour la Coupe du Monde 2014? C'est ça qui est Imagine, énorme. ils sortent pas des poules là-bas. Là, je crois que c'est Angleterre, Suède, Ukraine, non, la poule, c'est ça, il me semble. C'est ça, oui. Imagine, il se passe pas la poule. Tu crois qu'il va être prolongé? Ça serait un énorme chèque. Hein. Il y a très peu de chance, il y a très peu de chance. Et en plus, le Gret attend que ça pour le virer. Donc, et le Mais Gret attendez, attend faut ça savoir. pour le virer. Oui, mais à ce moment-là, il faut savoir ce qu'on veut. Là, je suis d'accord, ce sera un échec. Mais alors, il faut savoir ce qu'on veut. C'est vrai que là, entre Le Gret qui veut prolonger Laurent Blanc uniquement si ça passe les poules, si ça arrive en quart de finale au moins, Laurent Blanc qui veut te prolonger avant, parce que pour être sûr, pour avoir des certitudes et tout. Mais je veux dire, faut savoir ce qu'on veut. C'est pas que Laurent Blanc, c'est tout le temps. Non, mais je dis pas que c'est Laurent Blanc. Le problème, effectivement, c'est qu'il y a eu un gros problème avec Domenech, justement, parce qu'on a fait un Euro 2008 catastrophique et tout, puis en fait, il y a des c'est une connerie. Ça. Non, mais ce que L'Euro je veux 2008 dire encore, c'est quand même finale. Hein. C'est plutôt la Coupe du Monde 2010 qui est une catastrophe. Non, l'Euro, on n'a pas passé les poules, je te rappelle, Xavier. Non, tu confonds avec la Coupe du Monde 2006. Ah oui, ouais, c'est vrai. Je te rappelle la demande en mariage d'Estelle. L'Italie, 4 contre les Pays-Bas en poule. On voit que t'es romantique, t'as pas oublié. Hein. Ah ouais, j'ai oublié. D'ailleurs, elle a dit non. Mais bon, bah ça. Vas-y Flo. Il est marié, Laurent Blanc, non? Ça va savoir au cas où, quoi. De toute façon, je suis d'accord avec Flo, et la Fédé va tenir le même discours, c'est-à-dire que s'il fait 3 merdes en poule et qu'ils sont battus, ils font 0/9, c'est pas grave, on a fait expérimenter des jeunes joueurs, ils ont mis des crampons à leurs pieds pour voir ce que ça faisait de jouer dans des grands stades, dans des bonnes compétitions. Je pense pas parce que avec il s'est passé tellement de trucs en 2010 et que là ils disent que soi-disant c'est mieux, c'est reconstruit, il y a une cohésion, il y a un groupe pour 2014 et qui veulent être performants. Justement, ils veulent avoir des résultats à l'Euro. S'ils sont éliminés en quart ou en demi, ouais, peut-être ça. Mais si jamais ils passaient pas les poules, non, ça serait un échec et ça passerait pas. Moi, je suis sûr qu'ils seraient pas prolongés. Hein. Et les gars, ce qu'il faut pas oublier, c'est que depuis des années, on nous parle de la génération 87 qui est une génération pourrie. Il a bientôt sorti le Attends, plus du tout. Tu dis génération. Que depuis quelques années, on nous rabâche les oreilles. Attends. 87. Que tu le refasses une autre fois. Ouais, non, je disais, pardon. Non, mais pardon, je m'emballe, c'est pour ça. Non, je dis depuis des années, on nous parle à tout la rigueur de la génération 87. On t'entend plus. Ça ira pas, tu nous le diras pas. C'est de la langue de bois. Non, mais j'ai compris. Je vois ce qu'il veut. On nous fascine avec la génération 87, c'est le moment pour eux de montrer ce qu'ils valent. C'est ça que tu veux dire. Non, mais il y a deux problèmes à cette argumentation-là. Il y a deux gros soucis. C'est que tu nous fais pas bander sur les 17 matchs sans défaite. Parce que ça, c'est de la gnognotte. Parce que si tu prépares 2014, faut arrêter avec cette statistique de merde, elle sert à rien. Et la deuxième chose. Non, et bon, mais du coup, j'ai oublié la deuxième chose. Mais déjà, d'accord. Faut oublier cette statistique de 17 matchs. Et l'idée, c'est que, voilà, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, ça dépendra de l'Euro. C'est-à-dire que si tu fais un bon Euro, tu peux t'appuyer là-dessus. Et si t'es battu en quart ou en demi à l'Euro, c'est pas un scandale. Et à ce moment-là, tu t'appuies là-dessus s'il y a eu la qualité de jeu en disant, de toute façon, sur papier, on doit être plus fort. Mais si tu fais de la merde ici, à quoi ça sert de venir parler de 2014? Non, mais attendez, messieurs, je tiens à inviter ce soir un membre du groupe Quand on aime le foot, on parle foot, et un auditeur aussi de notre émission. Bonsoir, Géo. Bonsoir, vous m'entendez? Non, très bien. Voilà, ce soir, tu veux réagir à notre débat? Vas-y, on est tout oui. Voilà, donc je voulais vous dire que j'étais pas d'accord avec vous sur le fait que l'Euro 2012 c'était une préparation pour la Coupe du Monde 2014, parce qu'on a quand même des jeux, quasiment toute l'équipe qui joue, enfin des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Et que je pense que depuis 2 ans, avec 17 matchs sans victoire, en ayant battu le Brésil, l'Allemagne et l'Angleterre, oui, sans défaite, pardon. Angleterre B, mais enfin bon, c'est vrai. Sans défaite, je veux dire qu'on a quand même réussi à battre l'Allemagne sans Benzema en plus. Et aussi pour dire que, par exemple, l'Espagne, c'est un bon exemple. En 2006, on les a sortis en 8e de finale de Coupe du Monde, et qui aurait pensé qu'à l'Euro 2008 ils auraient tout cartonné puis gagné la Coupe du Monde 4 ans plus tard. Je suis d'accord avec toi, mais par exemple sur les joueurs français que tu dis qui sont dans les clubs, dans les meilleurs clubs étrangers, par exemple à l'époque de 98 ils étaient dans les meilleurs joueurs.
les joueurs français sont plus dans les meilleurs joueurs de. Il y a peut-être Ribéry et Benzema, mais les autres non, ils sont plus dans les meilleurs joueurs. Justement, c'est pour ça qu'il faut façonner ces joueurs. C'est pour ça qu'il faut façonner ces joueurs. Et c'est grâce à des compétitions comme ça. Attends, Chris, je finis. C'est grâce à des compétitions comme ça que justement ces joueurs prennent de l'expérience et se façonnent et créent un groupe. Parce que quand tu joues tout seul au foot, par exemple, il y a Zidane qui est au milieu de 4 joueurs qui jouent en équipe de nationale, ils vont pas gagner la Coupe du Monde. Faut être réaliste. Il faut créer un groupe. C'est pas en faisant. Tu façonnes pas des joueurs en 2 semaines. C'est quoi ce délire? C'est dans les clubs que tu façonnes les joueurs. Non, c'est dans les clubs. Oui, mais c'est pas en 180 minutes. Tu façonnes des joueurs. C'est quoi ce délire? Oui, mais non, mais attends, mais sincèrement, moi, je suis d'accord avec Christopher. Mais je te remercie d'ailleurs. Enfin, un appui, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que une compétition, une génération comme ça. Normalement, Laurent Blanc, pour moi, il avait un projet. Je me répète, il avait un projet à long terme, un projet pour 2014. Et faut pas oublier non plus. Je rajoute juste entre guillemets que il y a l'Euro 2016 qui va se profiler aussi en France. Hein. Voilà, juste pour dire qu'il faut aussi penser à cette période. Mais ce qu'il y a surtout, c'est... Pardon Flo, mais ça va être génial en 2014. Hein. On va nous dire, on reçoit l'Euro 2016, il faut gagner. C'est pas grave si on plante le mondial. Hein. Ça va être moi, j'ai hâte d'être en 2014, moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu veux, normalement, pour moi, 2 ans, de toute façon, vu dans quel état était l'équipe de France en 2010, on peut pas prétendre, de toute façon, quoi qu'il se passe, à mon avis, à gagner l'Euro 2012. On peut pas prétendre à gagner l'Euro 2012. Il y a des équipes qui sont carrément supérieures à nous. On n'est plus la meilleure équipe d'Europe. C'est fini, ça. Faut tirer un trait là-dessus. C'est même, Chris, tu le disais, les 17 matchs sans défaite, effectivement. Alors, ça en parle. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid parce que, effectivement, quand on voit la qualité des matchs, voilà. Puis quand on voit surtout la poule dans laquelle était l'équipe de France, ça aurait été un scandale en plus qu'on n'arrive même pas à finir premier de ce groupe. Hein. Mais bon, ça a failli. Hein. Mais oui, ça a failli en plus. Il n'était pas d'accord parce que lui, au contraire, il a un avis pour dire qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, Géo. Ouais, donc je disais ça parce que c'est pareil. Quand on a affronté l'Angleterre au début, tout le monde disait qu'on allait prendre une branlée. Désolé de l'expression. Mais après le Brésil, pareil. Et l'Allemagne, alors là, tout le monde nous voyait prendre des 3-4-0 et arrivé là, on a quand même réussi à mener 2-0 avant de en prendre un vers en fin de match, quoi. Et encore sans Benzema et d'autres joueurs. Par contre, je suis d'accord avec toi, mais sur l'Angleterre, tu vois, c'était quand même une équipe B. Sur le Brésil, ils étaient réduits à 10 au bout de la mi-temps, mais bon, des fois, tu as vu des équipes à 10 bien jouées. C'est vrai que contre l'Allemagne, même s'il manquait quelques joueurs, c'est quand même une surprise, parce qu'on pensait vraiment que l'Allemagne allait l'emporter. Mais bon, ça reste des matchs amicaux, tu vois, c'est vraiment sur la vraie compétition que tu vois ce que vaut l'équipe. Et juste sur c'est sûr. C'est qu'en France, le match de l'Allemagne, pendant 4 mois avant le match, c'était un match amical. Hein. 4 mois avant, on nous le survendait, alors qu'en Allemagne, c'était juste un match comme un autre. Je pense qu'il il faut contextualiser la chose. Hein. Et d'ailleurs, si ça n'avait pas été un match comme un autre, il aurait mis ses meilleurs mecs sur le terrain. Le coach. Ouais, voilà, faut être timoré. Ouais, il faut être timoré, c'est un match amical. Tout le monde s'attendait, c'est sûr qu'on allait se prendre une branlée, comme tu le dis, Géo, mais c'est pas tout ça. Grâce à des victoires comme ça, ça peut créer une cohésion. Je ne dis pas créer des joueurs, oui, comme tu disais, tu vas revenir un peu là-dessus, mais ça peut créer une cohésion. C'est-à-dire que les joueurs se connaissent. Ils jouent pas, on ne va pas prendre l'équipe de Montpellier pour jouer en équipe de France. Ces joueurs ne se connaissent pas personnellement sur le jeu. Il faut se connaître, il faut sentir cet état d'esprit de certains joueurs qui percutent, qui accélèrent ou qui justement distribue le jeu. Je suis désolé, quand on sait comment Gourcuff joue, peut-être que certains joueurs, justement, peuvent se permettre de jouer avec Gourcuff, et donc c'est là que ça peut créer une cohésion, et justement, créer un groupe pour, justement, la Coupe du Monde 2014, parce que, je suis désolé, Chris, tu me dis que tu vois pas certains joueurs en équipe de France, justement, être au plus haut niveau. Giroud, l'année prochaine, va peut-être aller au Bayern. J'en passe, Mbila, peut-être au Bayern aussi. Après, ça te fait pas une équipe de champion du monde. Il y a trop de peut-être, le problème, Chris. Ouais, puis en plus, faut quand même, Giroud, etc. Faut quand même qu'ils s'imposent là-bas. Hein. Si, comme ils s'imposeront ces gens-là, parce que personnellement, ils font des saisons exceptionnelles, je pense s'imposer. Non, mais par exemple, je vais dire ça, c'est du potentiel. Enfin, pardon, je vais centraliser le débat autour de. Moi, je suis belge et autour de ma sélection nationale. Je sais pas si tu vois les mecs qu'on a. On n'a pas d'équipe nationale, donc ça déjà, je trouve que c'est un peu vaste. Des joueurs très bons individuellement. Ouais, il y a des certitudes. Pourtant, de bons individuellement. Très bons individuellement. Ils sont très bons individuellement.
T'as pourtant une génération dorée en Belgique qui est très bonne individuellement. Enfin, c'est pas le débat, mais par exemple, tu vois, les mecs de notre équipe nationale, on a potentiellement un aussi bon groupe que l'équipe de France, tu vois. Donc Pas déjà, meilleur. je pense que c'est abstrait. Peut-être même meilleur, mais c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas assez de certitude, quoi. Et à la limite, pour recentrer aussi le débat, c'est quand tu parlais de l'Espagne, du Brésil, etc., c'est des mecs déjà dans les U17, le U19, c'était déjà des champions d'Europe, champions du monde, et tu disais déjà, il y avait une génération qui arrive. Ici, moi, la génération, je la vois pas arriver. Il y a beaucoup de talent, mais ça fait pas, il n'y a pas une vague de génération qui va déferler. On parle pas d'une future génération dorée. Donc, en France, Il y a 87. voilà, 87. exactement. T'as la génération 87 qui est là. C'est la seule chose. Bah, ils ont 25 ans. C'est la génération sur laquelle on peut s'appuyer. Ça fait, j'allais dire, ça fait longtemps. Des Benzema, des Nasri. Ah, mais justement, là, comme tu me parles de ça, justement, là, on va voir, parce que s'il garde Ben Arfa, Menez, Nasri, comme tu dis, et Benzema, oui, bon, Benzema, il est un petit peu mûri dans sa tête. Mais faut les gérer, ces mecs-là, hein, quand même. Ah bah oui, mais ça, c'est le boulot, c'est son boulot, hein. C'est une génération dorée, mais attention, parce qu'il faut jouer en équipe, hein, parce que moi, tu vois, Jérémy Menez à Paris, c'est un joueur qui a un super potentiel, mais le mec, il a pas donné. Messieurs, juste avant de continuer sur ce débat, je veux juste laisser le mot de la fin pour Géo pour que après on continue le débat sans lui. Mais toi, juste le mot de la fin, tu verrais qui les 3 joueurs que tu ne verrais pas en équipe de France dans la liste? C'est difficile à dire. Bah, mais Gourcuff, Gourcuff, ça c'est sûr. Moi, personnellement, que j'enlèverais, si je devrais enlever 3, ça serait Gourcuff, Malouda et ok pour l'expérience, mais personnellement. T'as pas tort, Malouda, je l'ai pas dit. Attends, laisse-le finir. Et depuis non, mais il a raison. Je trouve que lui, c'est pas, il est pareil que Malouda, il prouve rien du tout en équipe de France. Et ben Evra, moi personnellement, je l'enlève. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Ouais, d'autant qu'après, Evra, Malouda, ok. D'autant que c'est vrai qu'après en arrière gauche, après t'as Clichy, puis t'as Révert qui peut jouer à gauche aussi. Hein. Le problème, c'est qu'il pouvait faire ça après la Coupe du Monde, mais Evra et Malouda, il les a gardés, même quand ils étaient pas très bons. Et bah voilà, il va à la Coupe du Monde avec eux, enfin à l'Euro avec eux. C'est un choix qu'il a fait. Ouais, merci. À part l'expérience. À très bientôt. Tu reviens dans l'émission quand tu veux. Merci à vous. Merci à toi. Merci, et on va centrer le débat juste maintenant sur les joueurs et peut-être l'entraîneur. Je sais pas ce que tu avais prévu. J'aimerais revenir, Chris, 2 secondes sur une réaction que j'ai reçue d'un de nos invités précédents, Jean-Michel, qui me disait effectivement que le groupe était cohérent. Le groupe était très cohérent pour lui. D'accord, ok. Je suis d'accord aussi. Michel, je trouve qu'il est équilibré. Non, il est équilibré et cohérent par rapport à la campagne de voilà, Laurent. Et justement, je vais rebondir là-dessus et je veux vous lancer là-dessus. Parce que Laurent Blanc. Bah si, il est parti avec son. Attends, Flo, laisse-moi finir, s'il te plaît, merci. Pardon. Laurent Blanc est parti sur une campagne, on va dire, de 4-3-3 et après a évolué aussi en 4-5-1, on va dire, voilà, comme ça, grossièrement, donc avec 2 ailiers. Donc, c'est vrai que sur son système, sur ce qu'il a pris comme joueur, est-ce que vous trouvez ça cohérent? Est-ce que vous trouvez que les joueurs qu'il a pris actuellement, qui vont être sur les côtés, vont être cohérents avec son groupe? C'est-à-dire qu'actuellement, il a pris en pointe Giroud et Benzema. Donc, on est sûr et certain que déjà qu'il n'y aura qu'une pointe jusqu'à l'Euro. Ouais. Non, moi, sur la cohérence, je veux juste revenir une dernière fois là-dessus, sur la cohérence, qui partent sur un groupe, comme vous disiez là. Je suis d'accord, il est parti dans les qualifs, il a gardé une base de joueurs. Maintenant, pourquoi on l'appelle, il y en a beaucoup qui l'appellent chouchou Gourcuff. Il n'a pas été bon, il disait on prendra les joueurs qui jouent dans leur club et qui sont bons dans leur club. Gourcuff, il n'a pas été bon. Sako, il était là au départ avec Gamero, ils ont disparu. Pourquoi Gourcuff? On a l'impression qu'il y a des joueurs qui ont des privilèges, c'est un peu affectif peut-être qu'ils croient en eux, des Diarra, des Gourcuff. D'ailleurs, Gourcuff, ça peut paraître bizarre qu'il soit là, mais Diarra aussi, parce que Diarra, on peut pas dire qu'il soit à un grand niveau, c'est plus Diarra qu'il y avait à Bordeaux. Maintenant, il y a, sur la cohérence du groupe, oui, il a pris des joueurs qu'il a l'habitude de prendre. Mais il y a quand même des joueurs qui ça t'interpelle, qui sont pas très bons. Sané Martin, c'est pareil, il a pas été bon. Le M. Villa, il a pas été très bon. Ça peut interpeller. Maintenant, son groupe, oui, de toute façon, on va toujours avoir 1 ou 2 joueurs où on n'est pas d'accord, mais c'est vrai qu'à part les 3 joueurs qu'on a cités, la plupart, bon, on s'y attendait un petit peu. Mais imagine en plus, Xavier, si Martin et Sochaux descendent, on va avoir une équipe de. Ouais, qu'il est sans Ligue 2, tu veux dire. Ouais, non, mais enfin après, moi, j'en reviens à ce que tu disais effectivement sur Gourcuff. C'est vrai que c'est un côté. Forcément, de toute façon, t'as toujours eu, je pense, de tout temps un entre guillemets pour un chouchou, mais des joueurs qui ont été protégés par les sélectionneurs, à mon avis. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je vois la chose. C'est vrai que Gourcuff, il sait
Après ce qu'il est capable de faire, il a voulu lui laisser une chance. Et je pense, à mon avis, je pense pas qu'il sera dans les 60 des 23. Mais je pense que c'est un joueur qui, à mon avis, s'il est encore sélectionneur, justement, sur qui il va compter pour aller jusqu'en 2014. Et c'est là, à mon avis, que son truc est intelligent. C'est qu'en fait, si tu veux, je me laisser finir, c'est qu'en fait, il veut le relancer, justement, en prévision, à mon avis, de 2014. Et justement, toujours dans cet esprit de cohésion de groupe, de pouvoir avoir un groupe. Et lui, dans sa tête, Gourcuff fait partie du groupe de 2014. Il veut le faire chier, c'est tout. Il veut juste mais comme disait Chris, c'est plutôt sur la tactique. Il demandait, Christopher, il demandait sur la tactique, est-ce qu'il a pris les joueurs vraiment je pense, ouais, quand même, il a pris des bons joueurs de côté. À mon avis, il va s'appuyer sur Benzema parce qu'il y a aussi le problème de Rémi qui risque peut-être de rater l'Euro. Donc, il va se retrouver. Moi, j'ai entendu qu'il s'appuierait sur Benzema ou Giroud. Et sinon, si t'as pas ces deux joueurs-là, ça serait peut-être Menez qui prendrait un peu en secours, quoi. Mais il a les joueurs pour jouer sur les côtés, je pense. T'as des Ribéry, Ben Arfa, Menez. Je pense que pour jouer comme tu disais, en 4-5-1. T'auras Malouda, il va le garder. Avant de jouer sur les côtés, qui c'est qui te les remonte les ballons? Parce que Diarra, il joue. Après, t'as les Cabaye. Puis il joue haut. Ben Arfa et Nasri jouent haut. Entre les deux. T'as Cabaye. Ouais, Cabaye, Martin. Martin, plus ou moins. Cabaye, ça dépend des matchs. Pour moi, ce qui manque, c'est un vrai numéro 8 dans cette équipe. Bah oui, mais t'avais Abou Dhabi. J'ai envie de dire, oui, mais Abou Dhabi, il est pas là, donc on n'en parlera pas. Donc c'est sûr, il est pas là. Mais c'est sûr, il va nous manquer. Mais il va nous manquer un relayeur, oui. Oui. Il va vraiment manquer Diaby, oui. Et pour moi, c'est pour ça que je pense que il fallait s'appuyer là-dessus avec Laurent Blanc. Et justement, il faut qu'il s'appuie là-dessus justement pour créer cette équipe. Et Balmont qui n'est pas dans cette équipe de l'équipe de France aurait dû être là. Je pense que Balmont aurait pu remonter ses ballons et être intéressant. Mavouba aussi, si tu vas par là. Mavouba, ouais, mais Mavouba plus récupérateur. Il est plus défensif. Voilà, il est plus récupérateur, mais il peut remonter les ballons. Je suis d'accord avec toi, mais il manque un mec comme Patrick Vieira qui justement avait la capacité de remonter ces ballons-là. Et justement, il faut peut-être que Laurent Blanc, qui veut s'appuyer sur cet Euro pour créer justement, je pense, quelque chose. Après, moi, je ne suis pas dans la tête de Laurent Blanc, mais justement, peut s'appuyer sur un mec comme Mbila pour embellir l'équipe et après préparer cette Coupe du Monde, on va dire, avec ces joueurs-là et vraiment créer une grosse cohésion. Tu vois, effectivement, Jean-Jacques Aïdoli qui m'a contacté à l'instant et aussi de ton avis, il aurait mis Mavouba aussi. Ouais, mais je pense qu'il y a un problème avec Mavouba. Il a joué une fois en équipe de France et même avec, je crois qu'avec Laurent Blanc, on n'en entend pas trop parler, mais je crois qu'il n'y a pas une très bonne entente entre deux, parce qu'il me semble qu'ils sont connus en club. Il était parti 6 mois après en Espagne, il me semble, il était revenu. Il y a un truc comme ça. Mais il y a un problème entre Mavouba et Laurent Blanc parce que même quand il y a les prélistes, il reçoit même pas les pré-convocations, il les reçoit même pas. Je pense que Mavouba, il y a un gros problème. Moi, j'ai envie de dire quelque chose à Laurent Blanc, c'est soit il se rachète des nouvelles lunettes pour aller à Lille, parce que où il va à Lille, je sais pas, où je vais lui offrir un billet d'avion pour qu'il aille à Lille, parce qu'il y a un moment, il voit que Cabaye, il voit pas Mavouba. Attends, mais il y a un moment. Attention, il a dit qu'il avait pas Orange. Il a pas Orange, donc il va peut-être pas Lille. Non, mais c'est vrai que vu la régularité et le niveau de ce joueur, c'est incroyable que Mavouba il ait jamais eu sa chance, tu vois. Toi, Yanga Mbiwa, tout à l'heure je disais ça, mais bon, il a fait une belle saison. À la limite, il a appelé. Mais qu'un mec comme Mavouba, comment il est bon et régulier depuis quelques années, il joue la Ligue des Champions, les champions. C'est incroyable qu'il ait même pas été appelé, quoi. Ouais, mais des joueurs comme ça qui font une grande carrière, etc., et qui ont jamais leur chance en équipe de France, en équipe, même pas que de France, en équipe nationale, t'en as des listes et des listes, hein. Des joueurs dont tout le monde se dit pourquoi est-ce qu'il a jamais eu sa chance, etc. Mais dans tous les pays, t'en as des comme ça. Malheureusement pour lui, c'est dommage, mais il aurait mérité effectivement d'avoir sa chance. Mais malheureusement, et puis je crois qu'à mon avis, comme on dit, le train il est passé, c'est trop tard, hein. Maintenant, c'est pas lui. Je suis désolé de dire ça, mais c'est pas lui l'avenir de l'équipe de France. C'est pas celui que tu vas t'appuyer pour faire le mondial pour l'après Euro 2012. Sauf si ça change de sélectionneur, puis que le nouveau sélectionneur évidemment veut s'appuyer sur lui. Après ça c'est un autre projet. Pour moi, l'Euro 2014. Pour moi, dans ma tête, l'Euro 2014, ça doit être avec Laurent Blanc. La Coupe du Monde, pardon. 2014. Voilà. Oui, mais moi, je pense que les joueurs pour l'Euro et pour la Coupe du Monde 2014, il faudra s'appuyer sur des joueurs qui sont Ben Arfa, Nasri, Benzema, tous ceux qui sont la génération, justement, toutes ces générations. Mbila, bien sûr. Cabaye. Mais voilà, ces jeunes, il faudra justement bien les entourer. Et
Laurent Blanc est là pour bien les entourer. Je pense que cette génération 98 doit rester au pouvoir si on veut venir sur Laurent Blanc, mais Laurent Blanc peut créer quelque chose, quoi. Et oui, cette génération 87, mais je veux dire 98, Laurent Blanc on le connaît très très bien, et cette génération 87, Laurent Blanc, faut qu'il confirme un petit bien. peu aussi. Faut qu'il confirme parce que tu vois, un mec comme Nasri, je l'ai jamais vu très fort. De l'équipe de France. Pardon, mais ça m'a toujours fait sourire. C'est la vindicte populaire et 99% des gens acquiescent. Génial, la génération 98 doit venir au secours de l'équipe de France. Moi, je dis pourquoi pas. Mais il faut savoir que ces mecs-là, ils ont quand même craché sur l'équipe de France par pur calcul égoïste. Et ils se sont bien orgueillis des échecs. Ils étaient bien contents que l'équipe de France soit dans la merde pendant des années en crachant leur venin sur Raymond Domenech. Et moi, je ne suis pas certain que tu vas demander, c'est pas parce que tu as le meilleur ouvrier de ton usine que tu vas lui demander de prendre les commandes de l'entreprise. Je sais pas si... Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, Chris, et après, vous pourrez réagir par rapport à là-dessus. Quand on voit, par exemple, Luis Fernandez qui se fait insulter par des joueurs qui ne le connaissent pas très bien quand il a entraîné le Paris Saint-Germain, parce que ces jeunes joueurs ne le connaissaient pas. Je suis désolé, la génération 87 qui justement... connaît très bien cette génération 98, et même les autres générations actuellement, même les jeunes générations actuellement connaissent très bien la génération 98. Un mec comme Laurent Blanc qui fait ramener Zidane, Barthez en équipe de France. C'est de la com, c'est tout. Non, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu fais ramener Zidane pour justement parler à des jeunes joueurs comme Karim Benzema, parce qu'il le voit tout le temps, mais tous les autres, je suis désolé, je veux pas dire que grâce à ça ils vont être énormes, c'est pas du tout ça, c'est pas vrai du tout. Ça amène l'expérience, ça transmet leur vécu. Le respect par rapport à ça, le mec, si Laurent Blanc il dit, toi tu vas à droite et tu restes sur ton couloir droit et tu défends pendant tout le match, tu vas à fond, ou à Gourcuff, t'as intérêt à te défoncer, tu vas tout arracher. Je veux pas dire que le mec il va être énorme, mais au moins, ils vont l'écouter et ils vont appliquer cette tactique-là. Bah oui, t'as un vécu, t'as une légitimité. On voit Raymond Domenech qui se fait insulter par Nicolas Anelka. On voit que son vestiaire était complètement lâché. Alors qu'on ne parle pas de Raymond Domenech ce soir parce que un mec comme ça, on ne pouvait pas le défendre. Personne ne pouvait le défendre. Moi, je te parle pas de Raymond Domenech. Moi, je te parle du maillot de l'équipe de France. Moi, je te parle des connards comme Emmanuel Petit et Bichette Lizarazu qui étaient morts de rire et avec un sourire baveux rempli de morgue et d'orgueil quand l'équipe de France se prenait tôle sur tôle en disant « Ah, c'est génial, c'est bien fait pour Raymond Domenech ». Sauf que moi, je trouve qu'à leur place, j'aurais fermé ma gueule parce que c'était mon pays qui était représenté et c'était mon pays qui se faisait passer pour ridicule devant le monde entier. Donc des mecs comme ça qui viennent aujourd'hui faire les bons samaritains et les grands gestionnaires, alors que eux, peut-être que ce furent des grands joueurs, mais en tant que gestionnaires, et ils n'ont rien montré, je crois qu'ils ont juste une chose à faire. Je suis d'accord avec toi qu'ils n'ont rien montré, mais je suis désolé. Raymond Domenech nous a humiliés devant toute la France avec des listes qui étaient incompréhensibles. Mais Raymond Domenech, il est ce qu'il est, et je crois que ces gens-là avaient le droit de dire leurs mots et de dire ce qu'ils pensaient de Raymond Domenech, et certes de sourire. Et moi, j'étais le premier à rigoler. Alors, je suis pas un joueur de l'équipe de France. Non, je ne suis pas du tout. Entre dire effectivement ce qu'il pense et le dire tout haut en insultant dans la presse. Il y a des limites quand même. Je trouve qu'il y a quand même des limites à pas atteindre. Non, mais il faut pas se voiler la face aussi. Laurent Blanc, après la période de Domenech, ils l'ont appelé aussi par rapport au public que ça passe bien parce que tout le monde s'est indigné en 2010 là, avec le bus, tout. Si tu mettras la poste, hein. On dit on veut plus le voir en équipe de France, il y en a beaucoup qui l'a repris, mais comme c'est Laurent Blanc, et ben t'as l'image de Laurent Blanc, et puis il voulait après Domenech, c'était pas dur non plus de te faire bien voir du public parce qu'il y avait on l'aimait plus quoi, plus personne l'aimait, il y avait comme tu dis Chris, il y avait presque de la haine de certains anciens joueurs envers Domenech, et donc Domenech, Laurent Blanc c'est la caution un peu, tu vois, c'est un peu la tranquillité, on sait qu'on est plus indulgent avec Laurent Blanc. Génération 98 qui se sont orgueillis, qui avaient la morgue plein la bave à chaque fois qu'ils parlaient en se moquant des résultats de l'équipe de France. Je suis désolé. Ouais, mais là tu fais une généralité. Par rapport à Domenech, c'est plutôt la haine envers Domenech. Je pense. Ouais, puis en plus c'est une généralité là, ils étaient pas tous comme ça, je suis désolé aussi. Maintenant pour en revenir sur les plateaux de télévision, le Petit et Lizarazu. Voilà. Ouais, mais bon, ils étaient pas tous non plus dans le même état d'esprit. Maintenant, pour en revenir à certains, j'entendais, je sais plus qui c'est qui parlait justement de Ribéry là, je sais plus qui c'est d'entre vous qui parlait de Ribéry. Effectivement, comme quoi c'est Xavier, non, tu disais. Non, Xavier qui a dit qu'il a été rappelé, etc. Comme non, je parle de. Non, j'ai pas cité de nom, mais il y a des joueurs, tout le monde s'est indigné et qui ont été rappelés. Et puis bah voilà quoi, c'est passé un peu comme les traits à la poste.
Je suis, je suis pas d'accord parce que pour moi c'est pas passé. A priori, tu demandes Ribéry, alors même si petit à petit, alors certains ont peut-être la mémoire courte, mais je peux te dire qu'a priori, Ribéry, il y en a certains, il y en a quand même pas mal qui le veulent toujours pas en équipe de France. Hein. D'autant que depuis 2 ans, il a toujours rien montré. C'est facile, le dernier match qu'il a fait faire Ribéry en équipe de France. Oui, mais ça, on crache sur tout le monde, c'est très français, faut arrêter au bout d'un moment. Non, on a attends, des joueurs qui vont jouer en finale d'Europe, tu m'excuses. Faut arrêter. Non, attends, Thomas, non, mais je veux bien, tu peux être bon en club, mais en sélection, si t'es... En sélection, il a fait quoi depuis 2006, Ribéry? On parle même pas de ça, c'est plus général. Là, on se plaint qu'on a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer au très haut niveau. On a un mec qui joue la Ligue des Champions, qui est en finale. Ouais, bon, on va se dire qu'il est mauvais. Non, je dis pas, je dis pas qu'il est mauvais. Je dis qu'il est mauvais en équipe de France. Alors moi j'ai envie de rebondir, sur ce que vous allez dire, on va reprendre en général, mais est-ce que Laurent Blanc a le choix? Est-ce que Laurent Blanc a le choix? Parce que la vraie question de ce soir, c'est certes, c'est peut-être un laboratoire, on va dire peut-être pour la Coupe du Monde, ou grossièrement peut-être qu'il veut peut-être gagner l'Euro et il le dit pas cash, mais lui il s'en fout du tout, il s'en fout de la Coupe du Monde et il joue le jour. Ça on saura pas la réponse ce soir parce que on n'a pas Laurent Blanc dans l'émission, je tiens à vous le dire quand même, mais est-ce que ce soir Laurent Blanc a le choix? Non mais Chris, je pense que ta question elle est posée et d'autres vont y répondre. Moi, je pense qu'il faut aussi contextualiser ça dans l'arrivée de Laurent Blanc. Il faut se rappeler que Laurent Blanc, quand il était arrivé, il y avait 80-90% des supporters français de la France qui ne voulaient plus aucun des 24 qui étaient parti en Afrique du Sud et il avait joué là-dessus. Et quand il était revenu, il avait dit franchement, pour qu'il y en ait un qui revienne, il va falloir vraiment qu'il prouve quelque chose. Résultat, après 3 matchs, il les a tous rappelés quasiment. Donc ça aussi, il faut remettre ça dans le contexte. Et pour ils les ont sanctionnés tous pour un match amical face à la Norvège au mois d'août. Parce que il n'est pas important. On manque de joueurs d'expérience en France. Je suis désolé, on manque de. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vas pas me dire par exemple que Evra. Tu peux le remplacer. Malouda, tu peux le remplacer. Xavier, le problème, c'est que tu vas les remplacer ces joueurs-là par des jeunes. Ok, d'accord. Sans expérience, oui. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience, c'est qu'ils vont arriver. Tu me parles d'expérience. À mon avis, ce que tu veux dire, c'est que ces jeunes-là, ils ont besoin de gens expérimentés autour. Mais est-ce que ces mecs-là, ces soi-disant expérimentés, est-ce qu'ils apportent beaucoup? Moi, je suis pas sûr qu'Evra il apporte en groupe, que Ribéry l'apporte en groupe, à part faire des blagues ou des trucs comme ça. En plus, Ribéry, tu vois bien quand il a le maillot de l'équipe de France et quand il est au Bayern, c'est pas du tout le même. On a bien vu quand il est venu à Marseille. T'aurais préféré quoi? T'aurais préféré quoi, Xavier? Juste, pardon, mais de toute façon, peut-être un jeune qui sera revenu petit à petit sur l'aile. J'aurais préféré qu'ils prennent que des jeunes, aucun d'Afrique du Sud, et qu'on n'aille pas à l'Euro. Non mais le problème qui est plus global que ça, c'est on peut se demander si un collectif, au vu des matchs, assez souvent joué sur des performances individuelles et des bons joueurs, parce que l'équipe de France a de très bons joueurs, qui sur un match, il y en avait 1 ou 2 sur les 11 qui faisaient la différence, mais on n'a pas senti un vrai collectif. Et là-dessus, c'est vraiment un problème. Mais mais un collectif, il faut du temps pour que ça se travaille. Et c'est justement pour ça. Oui, mais je sais qu'il y a pas beaucoup de temps. Oui, mais un collectif, il faut du temps. C'est pas comme en club où en club ça va quand même plus vite parce que les joueurs ils sont tout le temps ensemble toute la semaine, etc. pendant toute l'année. Mais en équipe de France, ils se retrouvent 4-5 jours par-ci, 4-5 jours par-là. Voilà. Et le problème, c'est pour ça que je disais justement que l'Euro, ça va servir, doit servir même pas plutôt. Ouais, mais c'est court. Comme disait Chris tout à l'heure, c'est court. L'Euro c'est très court. Oui, mais l'Euro c'est court. Mais avant de commencer. Oui, mais je veux bien que ce soit court. Mais t'as pas d'autres moments où ils sont ensemble plus longtemps. Donc il faut se servir même de cette courte durée pour fédérer un groupe. Et après, une fois que l'Euro est fini, selon, si t'en as qui ont pas été satisfaisants à ce moment-là. Tu les écartes, tu les rappelles plus après pour la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2014, tu les appelles plus, tu les rends. Non, laisse-moi finir. Ceux qui n'ont pas été au niveau à l'Euro, tu les appelles plus. Même, tu fais un tri. 6 sur les 23, j'en sais rien, t'en enlèves 6 ou 7, tu les remplaces, mais il faut garder une base. Il faut garder une base de la sélection qui va aller à l'Euro pour le Mondial 2014. Il y a juste un problème là-dessus, c'est que dans la France qui est une grande nation du football, et dans toutes les grandes nations du football, un entraîneur, il a souvent 2 ans pour faire ses preuves. J'ai jamais vu, moi, dans un grand pays, avec une fédération qui marche, une fédération qui donne 4, 6, 8 ans à un entraîneur. Le problème, c'est que le problème, il est global. Tous les entraîneurs ont ce problème-là. Ah oui, mais mais le mec, il a réussi déjà avant, c'est ça la différence. Ah oui, mais nous, en fait, là, on débat, mais la France, elle a plus les problèmes de risque qu'elle avait il y a 10 ans. On n'a plus de problème il y a 10 ans, mais attends, vas-y, je te laisse finir.
Avant, on avait des joueurs effectivement qui cartonnaient dans tous les pays du monde. Ok, c'était génial, on avait une super génération. On l'a plus. On l'a plus. Bah, attends, on a quand même Ribéry, on a Evra, on a Benzema. Oui, mais non, mais attends. Sur les 23, ça en fait 5. Ouais, mais d'accord. Non, mais je vais juste. Attendez. Je vais juste vous relancer sur une question et après on conclura là-dessus. Avant, t'avais Zidane, maintenant tu l'as plus, c'est ça aussi. Hein. Oui. Non, t'as Gourcuff. Mais attendez, juste la dernière question. Pour justement créer ce laboratoire à l'euro, voilà, on va dire ça grossièrement comme ça. Est-ce que Laurent Blanc s'appuie sur les bons joueurs, c'est-à-dire les joueurs, donc des joueurs expérimentés? Donc il y a Ribéry, Evra, attendez, je me ressente, Imexes, Malouda. Est-ce qu'il s'appuie sur ces bons joueurs pour justement aider ces jeunes joueurs? Aider, c'était un grand mot, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Avec ces jeunes joueurs en équipe de France. Voilà. Et rien qu'en défense, là, c'est un autre débat, mais en défense, quand tu vois Mexes, la saison qu'il a fait, il a été blessé, c'est vrai, mais même il est un peu nerveux. Rami, il a bien commencé, mais il a mal fini la saison. Rien qu'en défense, c'était pas sûr. Maintenant, sur le Evra, Malouda, Ribéry, les gars d'expérience, plus Abidal qui est pas là, mais bon, c'est pour autre chose. Ils ont décidé de les rappeler et de s'appuyer sur ces mecs-là. Ouais, peut-être que ça peut apporter au niveau de l'expérience. C'est vrai qu'ils ont l'expérience des gros clubs, tout ça. Maintenant, faut voir si ça va prendre sur le terrain. Et puis, c'est pareil, hein, parce que c'est des mecs aussi, peut-être, qui pensent aussi à leur personne. Et surtout, quelqu'un comme Ribéry, je suis sûr qu'à l'Euro, il va encore vouloir prouver qu'il a le niveau et qu'il est pour faire taire les mauvaises langues. Et non, il l'enlèvera jamais. Il est dans le groupe, tu verras, il sera tout le temps titulaire. Mais il restera dans le groupe, mais il sera pas titulaire. C'est ça que je veux dire. Ah bah si, il va être titulaire pendant tout l'Euro. Cherche même pas, à part s'il est blessé. Ouais, mais alors moi j'ai envie de vous lancer sur un autre truc. Est-ce qu'il a le choix? Qui vous prenez qui en joueur expérimenté qui a fait une Coupe du Monde, qui a fait quelque chose d'intéressant? Il y a personne, personne d'autre. Terminé. Non, mais t'es pas obligé de prendre un joueur qui a fait une Coupe du Monde. Je pense que tu t'enflammes plus. Il faut juste prendre les meilleurs. Mais il faut juste prendre les meilleurs. De toute façon, la question est là. Et qui a-t-il de meilleurs? Je ne pense pas qu'il y ait des meilleurs. Moi, j'ai une théorie depuis quelques années qui est de dire, et vous verrez qu'il n'y a pas de contre-exemple à cette théorie. Si vous en trouvez un, vous êtes très fort. En général, une équipe championne d'Europe ou championne du monde, il n'y a rien à faire sur les 11. T'en as 2 ou 3 qui sont défenseurs latéraux, je sais pas, milieu offensif, etc. T'en as 2 ou 3 au moins, minimum 2 ou 3 sur les 11 qui sont dans leur catégorie les meilleurs au monde. Et t'as pas ça en équipe de France. T'en as pas un. Tu t'appuies déjà sur 6-7 joueurs qui sont vraiment très bons et tu les as pas. J'ai un contre-exemple, la Grèce en 2004. Ouais, mais ça, ça c'est contre-exemple épiphénoménal. C'est un peu comme le tsunami la même année. La Zambie en Coupe d'Afrique cette année. Mais voilà, je pense qu'on peut créer un groupe, et justement, quand on voit la Zambie, par exemple, justement, c'est très bien, Thomas, mais la Zambie, oui, non, mais c'était la CAN, on met des guillemets, c'était la CAN, ok, d'accord, mais oui, c'est important, mais c'est pas aussi important que l'Euro, je suis désolé, la CAN, le niveau est pas le même, tu veux dire. Voilà, la Zambie, elle va pas gagner l'Espagne. Oui, c'est un bon niveau. T'as pas l'Allemagne, t'as pas les Pays-Bas et t'as pas l'Espagne. Voilà. À Côte d'Ivoire, t'as le Maroc, t'as l'Algérie quand même et l'Égypte. Ouais, mais t'as qui? C'est pas le même niveau. Pardon, mais tu parles de poids plumes et de poids lourds. Hein, pardon, mais tu compares le Maroc et l'Algérie. Pardon de dire ça, tu vas pas comparer le Maroc et l'Algérie avec les Pays-Bas, l'Espagne et l'Allemagne quand même. Tu vas pas comparer non plus la Côte d'Ivoire à la Zambie, quoi. Je suis pas. Ça y est, voilà, ça va se finir en bagarre là. Bon, très bien messieurs, je pense qu'on va conclure ça. Mais moi, juste je voudrais te finir te finir entre guillemets, parce que on va te finir, chef. les propos que tu as sur, c'est pas une attaque, hein, t'inquiète pas. C'est par rapport au niveau. J'entends souvent ça sur les radios. On a des joueurs les meilleurs dans les clubs. On a un super groupe, on a des super joueurs. On aurait même pu presque gagner la Coupe du Monde. Moi, je suis pas super d'accord. Moi, je trouve que on a quand même des joueurs. On a quand même quelques petits bons joueurs, mais on n'a plus des gros joueurs comme avant. On a notre place. Juste, c'est équipes qui sont je suis d'accord. L'Euro, par exemple, je trouve moi. Non, mais je suis d'accord. Alors, juste un petit truc, parce que, justement, en réfléchissant sur ce que vous m'avez dit, la Grèce, etc., à ce moment-là, voilà, ces équipes-là, d'accord, t'avais pas, c'est vrai, je plus sois, t'avais pas une star qui dominait à la Zidane, à la Maradona. C'est Karagonis. Attends, laisse-le finir. Qu'est-ce que t'avais? Tu te souviens de l'équipe de Grèce en 2004? Qu'est-ce que t'avais? T'avais un collectif d'enfer. T'avais un collectif d'enfer. T'avais les mecs et des chiens sur le terrain.
et ils pouvaient mordre sur le collier de. Et moi, de j'ai envie de te dire quelque chose, Chris. Ces joueurs-là se connaissaient. Ils jouaient dans le même championnat, la Grèce. Et ils jouaient quasiment tous au même club. Donc, t'avais un collectif. Voilà, un collectif. Un très grand entraîneur, pardon. Et si t'as un collectif, lui, les individualités, c'est mort. Je veux dire, pour gagner, voilà, forcément, tu vas forcément me citer des exemples épiphénoménaux avec des équipes qui ont un collectif extraordinaire. Mais à ce moment-là, il faut avoir ou l'un ou l'autre. Et en Grèce, t'avais un très grand sélectionneur qui était Otto Reagiol à l'époque. Ouais, très très bon. Faut se rappeler que 2 ans après, ils sont quand même pas qualifiés, toi. Toi, c'était vraiment sur cette compétition-là qu'ils ont vraiment eu la réussite et ils étaient soudés, mais t'as vu, ça n'a pas duré longtemps. Ça reste des compétitions qui sont. Non, mais ça prouve, en tout cas, Thomas, il a raison. Ça prouve que tu peux être champion d'Europe, champion du monde sans avoir d'individualité monstrueuse. Mais à ce moment-là, il faut avoir un collectif. Et c'est très rare. C'est beaucoup plus rare, du coup. Et il faut être dans une année où les grands se pissent dessus, quoi. C'est ce qui s'est passé en 2004. Voilà, mais là, c'est ce qui s'est passé aussi en 98 aussi. En 98, rappelez-vous aussi, on n'a pas eu des grands clubs aussi en face. Mais t'as Zidane qui a la Coupe du Monde déjà. Oui. Non, mais là, par exemple, s'ils n'ont pas à faire le jeu. Ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est quand même pas prêt de voir la Belgique championne d'Europe ou championne du monde. Ça y est, voilà, attaque personnelle. Blague à part, là, si tu sais, l'équipe de France, comme faire le jeu, ils aiment pas trop. Ils sont capables peut-être de créer la surprise, en jouant défensivement, en faisant des contre-attaques, tout. Mais faire le jeu, je pense que c'est pas une équipe qui pourra faire le jeu. Mais ils peuvent créer des surprises. Après, je sais pas. Maintenant, je pense que s'ils tombent sur les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Espagne, ça va être vraiment très difficile. Après, faudra mettre les pieds dans le plat dans une autre émission. Est-ce que, pardon, mais là, je sais que je vais vous faire grincer des dents. Là, il faudra peut-être se poser la question un jour. Est-ce que Laurent Blanc a la carrure comme entraîneur pour gagner une Coupe du Monde actuellement? Actuellement, je dis bien. Moi, je pense qu'il faudra attendre la fin de l'Euro et on verra tout ça. Je l'ai posé à un de nos invités tout à l'heure, à nos anciens invités, qui est Franck Signorino, qui pour lui, Laurent Blanc manque d'objectivité, de justesse. Bah oui. Laurent Blanc, il a quoi? Une grande expérience comme coach à Bordeaux, c'est ça, hein? Voilà, c'est 2 ans. Il a fait 1 an et demi extraordinaire, et puis après, ça fait couler. Après, on voit où est Bordeaux maintenant. Enfin, on va pas taper sur Laurent Blanc. Voilà, on va pas taper tout de suite. En plus, il faudrait faire le pour et le contre. Hein. Là, tu vois quel entraîneur français, toi, capable de faire gagner une Coupe du Monde? Il y a peut-être Didier Deschamps. Mais sinon, comme entraîneur français, je vois pas. Mais Didier Deschamps, Marseille, il a qui était en division 2. Bon, c'est pas. Attendez, et puis encore, attendez. Il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre le poste d'entraîneur et de sélectionneur. Hein. C'est pas du tout le même boulot aussi. Hein. Messieurs, c'était très bien. On parlera de Laurent Blanc plus tard parce que là, sinon, on va déborder. Il est déjà 22. Donc, très bien, messieurs. On se retrouve juste après ça pour les pronostics. Quand on aime le foot, on parle foot, de 21h à 22h sur RTS Radio. Ça donne ça. Frédéric Bondieu. Quand on aime le foot, on parle foot, et je l'écoute sur RTS Radio. Mathieu Dosevi. Mathieu Dosevi, j'écoute Quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Arnaud Chab. C'est Arnaud Chab, j'écoute Quand on aime le foot, on parle de foot sur RTS Radio. Qui seront les prochains invités ? Venez le découvrir tous les mardis. C'est ça RTS. Et oui, c'est ça RTS. Et oui, notre invité ce soir, c'était Ludovic Joly, qui était une demi-heure avant l'émission, qui était très sympa. Et je le remercie encore parce que j'ai envie de le remercier toutes les 10 minutes. Voilà, c'est terminé. Donc, on a attendu qu'il parte pour se lâcher ce soir. Ah oui, j'ai vu ça. Là, vous vous êtes lâchés. Ils étaient tellement stressés, les copains, là, que d'un seul coup, là, on a entendu Thomas. Ça y est, je croyais que. T'as remonté aussi l'équipe de France. Ouais, moi j'étais remonté. Moi je suis toujours remonté quand je vois des listes comme ça. Xavier, il était à bloc depuis 2 heures. Xavier, lui, il était à bloc sur son Facebook. Je sais pas si messieurs les auditeurs vous regardez son Facebook de Xavier, allez le voir parce que j'ai jamais vu un mec qui a craqué autant sur son Facebook. Je l'ai effacé. Ah, t'as effacé. Ouais. Bon, très bien, messieurs, je donne la parole à Flo pour les pronostics. Merci. On va reprendre un peu nos esprits tout doucement, tranquillement. Et comme chaque semaine, donc on va pronostiquer donc sur 3 matchs. Cette semaine, on a choisi donc les matchs suivants. Donc alors Stade Rennais, Dijon, Saint-Étienne, Bordeaux et évidemment la finale Ligue des Champions qui aura le samedi entre le Bayern et Chelsea. Donc les deux premiers matchs donc sont la Ligue 1, c'est la dernière journée donc du championnat de France. On va commencer par le match entre Rennes et Dijon, donc entre le 7e et le 19e. Donc Rennes qui joue encore un peu pour la Ligue Europa et puis Dijon donc qui va lutter
pour ne pas descendre en deuxième division. Je vais commencer d'abord par vous donner les codes des matchs, les codes du match, pardon. 1,75 les victoires rennaises, 3,50 le nul et 4 la victoire de Dijon. À savoir donc que Rennes reste sur une bien meilleure dynamique que Dijon, 3 victoires, 3 nuls. Et Dijon, 2 matchs nuls et 4 défaites. Voilà. Côté absent, donc il y a quelques absents assez notoires, surtout du côté Dijon, parce que Kakuta, Jovial et Gerber seront pas là. Côté Rennais, Mangane, Boukari et Erding seront absents. Et à noter également qu'au match aller, il y avait eu une éclatante victoire rennaise à Dijon, 5-1. Donc voilà, donc alors je vais juste aussi citer le pronostic donc de notre ami et membre du groupe de la page Facebook, Ali, qui a donné son pronostic justement sur ce match. Il a pronostiqué une victoire de Rennes en donnant même le score, en donnant une victoire 3-1. Pour lui, donc Dijon est clairement faible défensivement avec une différence de but de -20. Rennes voudra bien finir la saison à domicile. Antonetti va vouloir sortir l'artillerie lourde offensivement et peut-être en plus pour son dernier match sur le banc rennais. Donc lui voit une victoire rennaise, tout comme les membres en fait du groupe donc de notre page Facebook qui ont voté massivement pour une victoire rennaise. Donc maintenant je vais demander donc à notre chef Christopher ce qu'il en pense. Écoute, moi, je vois comme mes membres préférés, j'ai envie de dire, qui sont les auditeurs. Et quel faillot. Je le voyais déjà avant, mais ils me suivent tous. Je suis désolé, quand je vote sur Facebook, ils me suivent tous. Donc je suis obligé de les suivre encore une fois. Et je vois encore cette victoire pour ma part. Voilà, tout simplement. Victoire rennaise, d'accord. Thomas. Alors, Thomas, il est là, t'en as pas de souci. Non, il sait plus. Il choisir entre Rennes et Ajaccio. Non, si, il va le dire, mais très non, très fort. C'est pas Ajaccio, c'est Dijon. Ajaccio, d'accord. Oui, mais Ajaccio, il joue pas face à Rennes. C'est pas vrai. J'aime bien le mettre en difficulté, là, ça y est. Je vois qu'il a pas écouté, tu vois. C'est la moutarde Si je te dis que c'est la moutarde qui te monte au nez, tu me le dis? Alors, je vais vous expliquer pour quelle raison, effectivement, j'étais pas attentif. C'est parce que. Mais tu le feras après l'émission. Et là, ton prono. Dijon. Allez, Dijon. Dijon, il est fou. Dijon. C'est un fou. Ouais, c'est un fou, oui. Ouais, c'est la moutarde, ça. Bah là, c'est la moutarde qui lui monte à. Non, mais là, je vais reprendre les commandes. Je vais reprendre les Rennes, donc victoire de Rennes. Victoire de Rennes. Oh, le jeu de mots, il est joli. Xavier? Moi, je réponds au pronostic le vendredi soir seulement. Merci. Ah bon? Non, je plaisante. Ce soir, on se lâche. Au revoir. Non, moi je dis victoire de Rennes et que Dijon descende, ça me dérangerait moyennement parce que j'ai pas oublié Carteron en début de saison qui a dit ça fait du bien de venir au Parc des Princes et puis de voir des bras tendus, au l'air de dire que le public parisien d'avant c'était des fachos entre guillemets. Et aussi il annonce alors qu'il joue encore le maintien, il a annoncé le dernier match là dimanche soir qui quittait le Dijon. Je pense qu'il y a un autre moment pour l'annoncer. Donc je les vois pas faire un coup à Rennes franchement, donc victoire de Rennes 1-0, 2-1. D'accord. Donc alors moi je veux un match nul parce qu'il faut savoir que Rennes cette année a eu plus de difficultés à domicile qu'à l'extérieur. Et surtout, alors juste pour revenir sur le fait de Carteron, il faut savoir aussi que Carteron, il a dit ça, a priori il y a des gros problèmes avec sa direction, il l'a expliqué justement là ce week-end. Et enfin bon, sans vouloir rentrer dans les détails, a priori, donc enfin sans vouloir dire qu'il a été pris pour un con, mais c'est ce qui semblerait carrément. Voilà, donc on va passer malgré tout au match suivant entre Saint-Étienne et Bordeaux. Alors là, un match vraiment avec un gros enjeu parce que c'est les deux équipes donc justement vont jouer pour la dernière place en Ligue Europa. À savoir que Bordeaux est 5e et Saint-Étienne est 6e. Au niveau de la forme des deux clubs actuellement, donc Saint-Étienne reste sur 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, et Bordeaux sur une série assez impressionnante entre 5 victoires et un match nul. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'aurais pas parié pour voir Bordeaux 5e à ce moment-là de la saison quand on a vu le début de saison qu'ils ont fait. Au niveau des cotes, donc 2,45 la victoire de Saint-Étienne, 3,05 le match nul et 2,70 la victoire de Bordeaux. À savoir qu'il y aura aussi pas mal d'absents côté Saint-Stéphanois entre Sinama Pongol, Kitambala, Andreu et Zouma. Voilà, au match aller, il y a eu 2-1 pour Saint-Étienne. Ils se sont rencontrés aussi en Coupe de France. Bordeaux s'est qualifié en battant Saint-Étienne au tir au but 5-3. Et en Coupe de l'Élite, c'est Saint-Étienne qui l'avait emporté 3-1. Voilà, donc concernant ensuite les pronostics de Ali de notre groupe donc sur Facebook, lui il voit une victoire, un match nul, 2 buts partout, avec deux équipes a priori qui vont faire le spectacle, un match nul donc qui devrait clôturer cette saison et permettre aux Bordelais d'être européens l'an prochain.
Voilà, et les membres justement aussi de notre groupe ont pronostiqué, alors ça a été de justesse, hein, ont pronostiqué une victoire bordelaise. Voilà. Chris? Très bien. Bah moi, je vois un match nul assez étriqué quand même, sur ce match. Et les Bordelais vont vouloir le jouer parce que dernièrement, il y a un joueur qui s'est un peu exprimé sur une antenne de radio que je citerai le nom et a dit qu'il jouerait le coup à fond pour au moins que le club remonte et quelques places pour gagner un peu quelques millions d'euros parce que c'est très important pour le club. Bon, après, c'est ce qu'il dit. Mais non, je vois un match nul. Ça va être très, très étriqué et Saint-Étienne a quelque chose à jouer, mais bon, je vois un match nul. 0-0. D'accord. Donc, sur le coup, tu suis pas tes membres préférés, alors. Là, non. Là, je suis vrai. Voilà. Il faillote pas trop, il évite que ça se voit. Thomas. Saint-Étienne. Ouais. C'est bien. Je pensais que tu allais dire Ajaccio, mais. Même si j'aime bien Ajaccio, cet objectif là. Santé. Ouais. C'est vrai. Xavier? Bah moi, j'avais une petite question, mais je pense que tu ne sauras pas me répondre. Je voulais savoir moi si les Stéphanois auront leur COP qui seront là ou ils seront interdits comme l'autre fois ils avaient pu revenir comme ils ont fait un appel devant le CNOSF. Parce que franchement, s'ils jouent un match à la dernière journée, parce que là s'ils gagnent, ils se qualifient pour l'Europa League. Avec le public chaud de Saint-Étienne, je les vois bien pouvoir taper Bordeaux à domicile. Moi, je vais dire Saint-Étienne parce que j'aimerais bien voir Saint-Étienne de retour en Europe. D'accord. Donc, en gros, si je réponds à ta question, en fait, tu vas pouvoir peut-être changer ton pronostic. Plus ou moins. D'accord. Oui, est-ce que tu sais y répondre à ta question? Non, mais je dis Saint-Étienne parce que en plus j'aimerais bien que Saint-Étienne soit en Europe. Je trouve que en plus ça aurait de la gueule d'avoir en Coupe d'Europe. T'aurais Paris en Ligue des Champions, Marseille en Europa League, Lyon, Saint-Étienne, des clubs mythiques. Hein. Ouais, mais enfin club mythique, Montpellier c'est un club qui est en train de grandir. Laurent Blanc, Et Lille, n'oublie pas Lille. Chris? Un bon match nul avec 2 buts à la clé, c'est-à-dire un but partout. Un but partout, d'accord. Moi aussi, alors je vais miser sur un match nul. J'aurais bien misé sur une victoire de Saint-Étienne, mais les Bordelais vont vouloir justement pouvoir. Je crois que t'allais dire mais je suis lyonnais. Non. Sincèrement, ça m'aurait fait plaisir de voir Saint-Étienne justement en Coupe d'Europe, rien que pour pouvoir les éliminer plus tard. Quel scandale. Incroyable. Non, je plaisante. Non, mais à mon avis, sérieusement, je pense que Bordeaux justement revient de trop loin, a eu trop de galères en début de saison, revient de trop loin justement pour que les joueurs lâchent si près du but, et je pense qu'ils vont accrocher ce match nul pour pouvoir se qualifier pour la Coupe d'Europe l'an prochain. Voilà. Enfin, donc on va passer au match que tout le monde attend justement en cette fin de saison, la finale de la Ligue des Champions entre Munich et Chelsea, la finale dont tout le monde aurait parié dessus pendant les demi-finales, il me semble. Voilà. Donc alors à savoir. Et d'ailleurs, je voudrais quand même dire, c'est pas une attaque sur les amis de la page Facebook de l'émission, mais en quart de finale, on avait donné, il y a eu un sondage, ils avaient donné Marseille favori de la Ligue des Champions. Là, j'ai vu que sur Bayern-Chelsea, à moins que ça ait évolué, c'est Chelsea qui serait favori. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'amoureux de Didier Drogba qui aimeraient que Chelsea l'emporte, mais ils sont pas favoris. Ah, c'est le Bayern est repassé devant. Ça a changé justement. Pardon. Pardon, avouons que c'est 50-50. Je veux dire, moi, j'en parle avec beaucoup d'amis qui sont ni fans ni de l'un ni de l'autre. Franchement, c'est très équilibré et il y a des arguments qui vont aller dans le sens d'un club et il y a des arguments qui vont aller dans l'autre. Le fait de jouer entre guillemets à domicile, même s'il faut prendre des guillemets parce que c'est pas exactement le cas. Le parcours, le style de jeu. Franchement, c'est difficile d'être sûr d'un prono. Là-dessus, c'est le mec qui va être le plus talentueux et qui sera le plus convaincant, qui arrivera à séduire nos auditeurs. Oui, mais c'est là qu'il faut se mouiller pour essayer de faire gagner quelques pépettes justement à nos auditeurs. Donc vous allez vous mouiller, mes amis. Donc voilà. Donc alors je vais commencer par vous donner les cotes. Donc la victoire du Bayern est à 1,75. Le match nul, c'est-à-dire les prolongations, c'est 3,50. La victoire de Chelsea est à 4. Tout ça, c'est les cotes dans le temps réglementaire. Hein. On parle pas en cas de prolongation. Alors il faut savoir donc côté de Chelsea, donc Chelsea n'a jamais remporté effectivement la Ligue des Champions. Le meilleur buteur actuellement dans la Ligue des Champions de Chelsea, c'est Drogba avec 5 buts. Et aussi Chelsea a ici
la seule possibilité pour eux justement de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Si Chelsea ne remporte pas cette finale, Chelsea sera en Europa League l'an prochain. Concernant le Bayern, ils ont déjà donc 4 Ligues des Champions actifs. C'est la seule chance qu'ils ont eux de remporter un trophée cette année parce qu'ils ont perdu donc le championnat face à Dortmund et la coupe le week-end dernier face à Dortmund aussi où ils ont quand même perdu 5-2. Et le meilleur buteur, ça peut faire mal effectivement. Et le meilleur buteur du Bayern, c'est Gomez qui a lui 12 buts, donc plus de 2 fois le nombre de buts de Drogba. Voilà. Donc Florent. après, pardon. Juste, il faut que je précise quand même quelque chose parce que je vais donner mon prono dans quelques secondes. Il faut préciser quelque chose qui est très important pour comprendre aux auditeurs mon futur prono, c'est que si Chelsea gagne la Ligue des Champions, il se qualifie pour la Ligue des Champions c'est justement ce que... en chippant la place d'un autre club parmi les 32 déjà qualifiés. Et si Chelsea gagne la Ligue des Champions, il chipperait la place du club belge d'Anderlecht. Donc voilà, vous connaîtrez après mon prono. On en a une petite idée alors. On a déjà une petite idée. Je deviens pour Chelsea d'un seul coup, c'est marrant. Alors, je vais commencer par donner le pronostic donc de Ali de notre groupe. Donc, Ali va dire Chelsea, j'en suis sûr. Et justement, ça fait partie des gens qui adorent Didier Drogba et il y a de l'affection pour lui. Ah mais il y a Ribéry aussi. Il y a Ribéry aussi, oui. Alors du coup, Xavier, donc je vais te surprendre, enfin quoique non, parce qu'effectivement, il pronostique la victoire de Chelsea, mais après prolongation. Il voit un match nul, un but partout, et une victoire 2-1, donc après prolongation, parce que pour lui, effectivement, le Bayern cette année a retrouvé un doute de retour dans quelques secondes. Alors selon lui, le Bayern il a quoi Suspense, on le saura. Peut-être qu'on va faire nous. On va continuer, c'est pas un problème. Nous, on va dire nos pronostics. On va dire nos pronos chacun. Écoutez, moi, je vois Chelsea. Attends, laisse-moi finir, Xavier. Je vois juste Chelsea, pour ma part, gagner. Même pas besoin d'être au prono quand on a vu le match qu'ils ont fait contre Barcelone. Ils vont les gagner à Munich, de raison. Voilà, qui ont été énormes. Pour ma part, ça sera Chelsea. Xavier ? Non, mais moi j'ai l'impression que franchement en France il y a tellement de l'affection pour certains de Drogba que vous croyez qu'ils vont faire les mêmes matchs que face au Barça et peut-être qu'ils ont plus de diversité dans le jeu, surtout que le Bayern, attends, tu joues à domicile une finale de Ligue des Champions. Là le Bayern s'il rate le coche, franchement en plus c'est leur dernière chance de gagner un trophée. Moi je vois le Bayern hein. Et pour le jeu moi j'aimerais que ça soit le Bayern, même si Chelsea c'est beau de faire ce qu'ils ont fait de résister face au Barça, mais ça va pas marcher tout le temps sur un match, je sais pas, c'est possible, mais moi je vois le Bayern. Je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup Drogba, mais alors Munich, le Bayern, s'ils ratent la finale chez eux, ils peuvent aller se cacher direct. Non, franchement, Tom, ton prono? Munich tous les jours. Munich tous les jours. On demande ça. Problème. Unique. Très bien. Chris, à toi, tu l'as pas dit. Là-dessus, je dois trancher parce que si je comprends bien, c'est 2-1 pour le Bayern. Et vous allez... Le problème, c'est que sur ce que je vous ai dit. Pour le Bayern aussi. Anderlecht est tellement chat noir. Je les vois bien, du coup, ça fait des années qu'ils se sont battus pour arracher cette place directe qualificative. Pas l'avoir. Ça fait des années qu'ils se battent pour ça. Ils l'avaient. Ça fait 2 ans. Ils sont contents de dire qu'ils sont qualifiés directement. Et donc là, c'est vraiment chat noir. Je suis quasiment certain que ce sera Chelsea, malheureusement. Donc Chelsea. C'est vrai que Chelsea, moi je dis ça, mais Chelsea, c'est vrai que quand tu vois ils ont su résister au Barça, c'est peut-être pas évident pour le Bayern. En même temps, est-ce que peut-être que le Bayern a plus de diversité dans son jeu? On a vu que le Barça, c'était toujours c'est un super jeu, mais c'était un peu le même jeu. Il faut peut-être diversifier le jeu. Et franchement, sur les 2 matchs contre le Barça, ils ont eu quand même 100% de réussite, même si c'est beau ce qu'ils ont fait. Ils ont eu de la réussite beaucoup au Chelsea. Et dans quelques secondes, Xavier, pardon de t'interrompre, mais on va recevoir un consultant de poids, un consultant de choc qui va peut-être nous donner un petit peu son sentiment là-dessus. Précisons aussi, comme tu le disais Xavier, fort à propos, c'est que le Bayern Munich, plus que Chelsea, ne peut pas perdre cette finale de Ligue des Champions parce que vous imaginez, ce serait vraiment... Et alors, l'avantage de jouer sur son terrain, pas encore une fois, ce sera 50-50 au niveau des spectateurs, ça peut être un contrepoids par rapport à la pression que cela peut engendrer. Et donc Christopher, tu vas me confirmer que nous avons un invité. Voilà, ce soir, il y a un invité qui s'est incrusté et qui avait envie de partager son avis sur l'équipe de France. Nous n'allons pas parler prono, mais nous allons parler équipe de France. Et il voulait partager son idée sur la RTS Radio et qui est déjà passé dans notre émission. Monsieur Vagno-Éloi, bonsoir. Bonsoir les gars. Ah, bonsoir. Comment allez-vous, ça va bien? On peut se tutoyer maintenant, on
On est tous comment tu ensemble. vas? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, très bien. Toujours Lensois, donc ça va. Je suis désolé, je redeviens ferveur Lensois quand Vagno est là. Hein. Tu respires un peu mieux là. Et ça va, je vais mieux. Donc, monsieur, Vagno, quel est votre avis donc sur cette liste de l'équipe de France? Vous voulez partager votre avis? Allez-y, lâchez-vous, c'est maintenant ou jamais. Voilà, tu me prends au dépourvu, mais non, bon, c'est comme tout, il y aura toujours des mécontents, des contents, des heureux, des pas heureux. Moi, la seule chose que je dirais par rapport à cette liste, c'est que je pense qu'on a oublié un garçon comme Mavouba qui, depuis des années, fait des saisons assez régulières et, pour pas dire exceptionnelles, mais on va dire tout simplement que pour moi, c'est un garçon qui a toujours été constant. Et je me demande qu'est-ce qui se passe avec ce joueur, parce que à aucun moment, que ce soit même au niveau de la presse, son nom a été cité, nommé pour éventuellement avoir une chance. Est-ce qu'il a eu un problème avec Bordeaux et que ça lui joue des tours maintenant? Mais pour moi, c'est l'absence réelle. Maintenant, j'ai rien contre Alou. Alou, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais aujourd'hui, je donnerais un peu plus de crédibilité, de chance à Mavouba, mais bon, ça c'est un choix. Et après, dans l'ensemble, les gardiens, ça se discute pas. On aurait pu débattre sur le troisième gardien, mais je pense que... T'avais vérifié quand même. Non, mais bon, je veux dire, aujourd'hui, sous quels critères tu peux te baser pour écarter un mec comme Carasso? C'est pas possible. Je veux dire, il a toujours été un très bon complément des deux. Il a toujours fait son job. C'est quelqu'un qui, je pense, qui vit très bien dans le groupe. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc, effectivement, on a des bons gardiens. On a la chance d'avoir des bons gardiens en France. Mais malheureusement, c'est comme tout. Il faut faire des choix. Et pour moi, en ce qui concerne les gardiens, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais sur la défense, t'as pas quelque chose à dire sur Mexès qui joue plus justement au Milan AC? Ça te choque pas sur Sako, sur Mathieu aussi qui n'est pas là? Il y a rien qui te choque ou tu trouves ça cohérent? Alors pour Sako, pour moi ça me paraît logique. Ça me paraît logique parce que c'est un garçon qui a connu. Qui n'a pas joué, qui ça a été dur quand même. Oui, qui n'a peut-être pas joué, mais qui a connu quand même le peu de fois où on l'a fait jouer, qui a connu quand même de grosses difficultés. Je ne pense pas que c'était lui rendre service de le prendre maintenant, dans la mesure où c'est, comme tout le monde le sait, c'est un garçon qui est jeune, qui a un avenir devant lui. Je pense que cet échec, entre guillemets, va le permettre de rebondir, de se remettre en question et de se remettre au travail. On l'aurait appelé. Non, parce que mettre au travail, ça va pas le tuer justement. Ouais, parce que entre la saison, la confiance, c'est dur à digérer quand même pour un jeune joueur. Là, c'est une dure saison pour lui. Hein. Là, on va voir si vraiment il a la capacité de rebondir, parce que c'est comme un coup dur, à mon avis, entre le PSG, ce qui s'est passé, et puis là, avec la liste de Laurent Blanc, parce qu'il est là depuis le départ, il y est pas. Va falloir qu'il soit fort dans sa tête pour rebondir quand même. Hein. Non, mais bon, si le mec il avait 24, 25, 26 ans, on pourrait se poser les questions. C'est un jeune joueur qui a tout l'avenir devant lui. Il a qu'à se remettre au travail et de nouveau, il aura la possibilité de faire d'autres euros. Il aura la possibilité de faire une Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Je vais dire, il aura le temps de s'installer, de se mettre en place. Je crois sincèrement que c'est lui rendre service de ne pas le prendre là. Parce que là, tu l'aurais pris... tout le monde aurait contesté, tout le monde aurait dit mais comment c'est possible, comment on peut le prendre, le mec qui joue pas en club, qui est mauvais, qui a tué, si Paris n'est pas champion, on va dire c'est la faute à... Non mais laisse-moi finir, je vais revenir sur ça. Voilà, ça y est, voilà, il attaque, boum, ça y est, c'est parti. Non, mais c'est au niveau de la crédibilité, quoi, parce que si on fait ça pour le livre, faut le faire pour tout le monde aurait dit mais pourquoi on le prend, c'est inadmissible, et ça lui aurait donné une pression supplémentaire. Il aurait été à l'Euro, pour peu qu'il y ait un suspendu ou un blessé, on fait appel à lui, il se déchire. Là, effectivement, tu bousilles sa carrière. Là, tu le tues complètement. Parce que le mec, il aurait été à l'Euro, il n'aurait pas été serein, il n'aurait pas été en forme, et moralement, il n'y est pas. Donc, il a besoin de se reposer, physiquement, moralement, de repartir sur le bon pied la saison d'après.
La saison d'après, il va faire une grosse saison avec Paris. Ils vont être champions. Et voilà, et il va préparer. Et on va découvrir un autre joueur qui sera peut-être... Sauf que là, je vous suis là-dessus, mais faut faire ça. C'est au niveau de la crédibilité, c'est ça que je voulais dire. Il a fait ça avec lui. On peut se poser après des questions, Gamero. par exemple sur des mecs comme Diarra, comme surtout Gourcuff. Voilà, c'est ça. Après, ça pose des questions. Alors justement, alors les réponses par rapport à ça, elles sont simples. Un mec comme Diarra, il a pas l'âge de Sako. Laurent Blanc, il a pris peut-être, il a mis l'accent sur l'expérience. Bon, même si moi c'est pas un choix où je suis d'accord avec lui, mais c'est un joueur qu'il connaît. Il a des affinités avec lui. Ça a été son capitaine à Bordeaux. Pendant un moment donné, il lui a donné le brassard en équipe de France. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un joueur qui a du crédit vis-à-vis du sélectionneur. Donc, si aujourd'hui, on lui fait du mal. Aujourd'hui, c'est un choix. On va dire au même titre que Gourcuff, c'est un choix de cœur, parce que le sélectionneur, il le connaît. Il a un mode de fonctionnement avec ces joueurs-là, et il pense qu'il peut tirer le maximum d'eux. C'est pour ça, je pense qu'il les a pris. Mais effectivement, moi, à choisir aujourd'hui entre Mavouba, qui pour moi est en pleine bourre, il n'y a pas photo. Même, je vais même aller plus loin. Un mec comme Lassana Diarra qui n'a pas joué au Real de Madrid, on aurait pu le prendre. Parce que je sais que c'est au même titre que Matuidi, parce que là, c'est un très bon choix. Et là, pour moi, Matuidi, et je suis très heureux qu'il soit parmi dans la liste, en espérant qu'il va... Justement, je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, on en parlait, je sais pas si vous écoutiez. Mavouba, c'est un vrai mystère parce que c'est le mec qui est jamais appelé. Et bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un problème avec Laurent Blanc. Et le problème, c'est que vous avez raison au niveau de l'âge pour Sako, par exemple, par rapport à Diarra ou Gourcuff peut-être. C'est que lui, Mavouba, si Laurent Blanc est encore à la Coupe du Monde 2014, à mon avis, on le verra plus jamais. Mais clairement, moi, je suis d'accord. Enfin, Mavouba, c'était sa dernière chance. Hein. Voilà, c'est dommage parce qu'il a quand même il a du potentiel, il avait quelque chose à apporter, peut-être plus que certains, mais il fait partie, comme je disais tout à l'heure, Laurent Blanc, il a son ossature, il a sa base, et puis je crois que c'est là ce qui est dommage. Hein. Donc là, on a un peu passé en revue. Oui, vas-y, Chris. Non, mais Vanu qui est de retour justement sur Mavouba, beaucoup de nos consultants confirmaient un peu, opinaient votre propos sur le fait qu'il ne soit pas sélectionné. C'est un peu illogique selon l'avis de certains. C'est surtout mystérieux. On trouve ça mystérieux. Quoi. Moi, je me pose la question. Maintenant, je me dis que c'est plus un choix sportif. Je me demande si ça va pas au-delà du sportif. À la limite qu'il soit pas dans les 23, mais là, on a une pré-liste où quand tu regardes ce qui se passe au milieu de terrain et où on a très peu de récupérateurs. Pour moi, aujourd'hui, hormis Matuidi et Alou Diarra, bon, Envila, pour moi, c'est plus un joueur de ballon dans le style de, même s'il court beaucoup. Mavin Martin, c'est aussi un joueur de ballon. On n'a pas vraiment de réels récupérateurs. Alou Diarra, maintenant, si tu le prends pour le faire jouer, bon, ça, c'est son choix, mais est-ce qu'il va jouer tout le temps? Moi, je ne vois pas avec quel milieu de terrain réellement Laurent Blanc va jouer. Mais maintenant, c'est, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Donc Vagno, et pour finir, on a passé tout en revue quasiment, il ne reste plus que les attaquants, Benzema et Giroud en attaquant de pointe, et sur les côtés on pourra parler aussi de Menez, on pourra parler d'Atem Ben Arfa aussi. Il y a Rémi, on ne sait pas s'il est forfait encore, Rémi. Non, Rémi, vous en pensez un peu de... Attendez, à mon avis, c'est trop tard. Vous énervez pas, laissez Vagno parler de cette attaque qui lui était justement attaquant, donc... Benzema, lui, ça se discute pas. Aujourd'hui, il a montré ses qualités. Il a réussi à s'imposer. Je veux dire, c'est pas une mince affaire de mettre Gonzalo sur le banc. Donc, il a réussi à le faire. On n'a personne devant. Donc, Benzema, voilà, on a personne. Voilà, on a. Attendez, il y a Giroud. On a quand même le même profil. Non, mais justement, j'espère que Giroud va confirmer cette belle saison qu'il a fait avec Montpellier. Là, je me rends compte qu'il commence un petit peu à être émoussé et qu'il a quand même du mal à terminer les actions, même si il a été décisif le week-end dernier. Mais voilà, j'aimerais que Giroud soit une belle surprise. J'aimerais qu'il soit dans la continuité de ce qu'il a fait cette saison. J'aimerais qu'il retrouve un peu de fraîcheur. Et après, il est évident que
tous les attaquants que nous avons, hormis Benzema qui est incontestable, Giroud, j'aimerais qu'il fasse la confirmation à l'Euro. Mais sinon, tout le reste, que ce soit Rémi, que ce soit Ben Arfa, que ce soit... ah oui, Menez, mais voilà. Ils ont beaucoup à prouver, ces garçons-là. Et je parle pas au niveau de leur qualité de footballeur. Je leur parle au niveau international. Ils ont beaucoup à prouver parce que entre le championnat de France... Comment? Il serait même temps qu'ils prouvent un petit peu leur qualité au niveau international. Exact. Et là, on va être fixé de leur réelle capacité parce que c'est à eux de montrer effectivement qu'ils ont le niveau international. Comment il s'appelle Rémi. Rémi, bon, s'il est dans la liste des 23, s'il est capable s'il est apte. Giroud à voir. Menez à voir. Ben Arfa à voir. Ben Arfa, il fait des belles choses, donc il est en confiance, mais Ben Arfa, je le mets pas comme un attaquant. Moi, je le mets comme un milieu. Voilà, c'est pas un attaquant. Voilà, c'est pas réellement un attaquant, Ben Arfa. Donc aujourd'hui, Gamero, il est plus du tout. Moi, je trouve que Gamero, son profil va manquer à l'équipe de France. Giroud, pour moi, le problème de Gamero, c'est qu'il joue plus à Paris, tu vois, c'est ça le problème. C'est vraiment triste. Lyon, il est en équipe de France. Ouais, tu vas pas m'énerver, tu vas pas me relancer là. Je m'étais calmé. Il va repartir. Oh là 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 là. Moi, j'ai une question, les gars. Si vous prenez Gamero, d'accord? Ouais. Vous le faites jouer à la base de qui? Et voilà. Non, à la place de, je sais pas, en complément de Benzema ou en complément de Giroud, par contre, beaucoup plus facilement. En complément de Giroud, moi je le fais pas jouer avec Benzema, le problème il est là. Et moi Benzema, voilà, il est incontournable. Donc faut créer une équipe un peu autour de Benzema. Non mais ça on est d'accord. Donc ça veut dire que je pense quand même que Laurent Blanc a bien calculé ses coups, c'est pour ça peut-être qu'aussi il appelle pas Gamero. Ouais, à la limite, si t'as appelé un attaquant en plus, c'est Gomis à ce moment-là. Mais Gomis, il a le même profil que Giroud. Faut arrêter là. Il appelle pas Gamero parce que Gamero il joue plus. Parce que Gamero il joue plus. Gamero au même titre que Sakho, il a la tête dans le sac et aujourd'hui il est pas du tout en confiance pour pouvoir aller faire une compétition internationale de ce niveau-là. D'autant plus qu'il a pas cette expérience, d'autant plus qu'il a pas les maths de haut niveau. C'est pas lui rendre service aussi de l'amener là-bas. Ça peut être un problème pour Giroud aussi, ça, parce qu'il a aucun match de Coupe d'Europe, donc là c'est vraiment. Non mais là c'est différent parce que Giroud il va être beaucoup plus en confiance parce qu'il a du temps de jeu, parce qu'il va gagner certainement un titre de champion de France, parce qu'il va peut-être finir meilleur buteur. Sa condition mentale, sa fraîcheur ne sera pas la même qu'un Gamero. Et Giroud aujourd'hui il va pas être discuté. Voilà, il a fait un bon match. Giroud vient comme un gamin. Il a été très performant. Il va pas être discuté, tandis qu'un Gamero, aujourd'hui, on le prend, il va être discuté, tout le monde va crier au scandale, et c'est pas dans les bonnes manières qu'on va préparer une compétition. Et d'ailleurs, moi, je voudrais dire quand même par rapport à Gamero. Attends, ouais, vas-y Xavier, et après Thomas. Vas-y Xavier. Non, moi j'avais une question à Vagno, en fait, je voulais savoir ce qu'il pensait de la non-sélection de Christophe Jallet qui fait un gros débat en France actuellement. Ah ben oui, moi je veux dire... Moi, je suis désolé. Moi, j'aurais pris... oui, moi, je l'aurais pris. Mais maintenant, il faut savoir que Christophe Jallet n'a jamais été sélectionné, quasiment. Et à la place de qui? Et voilà. Et à la place de qui? Je vais dire... Laurent Blanc, il a bien dit... Jean-Rambien, il a bien dit que Réveillère, il peut jouer à droite comme il peut jouer à gauche. Oui. Voilà. Donc, voilà. Et Jallet, c'est pas du tout le même terrain, hein, je suis désolé. Et justement, Réveillère est beaucoup plus intéressant par rapport à ça. Il peut panacher et s'il y a une blessure, justement, il pourra pallier cette blessure en jouant avec Réveillère, soit à droite, soit à gauche. Et ça, c'est super intéressant. Un joueur polyvalent est super intéressant dans un groupe. Et Réveillère a de l'expérience. Mais moi, Jallet, moi, je le trouve polyvalent. Il peut jouer plus haut, hein. Il peut jouer un cran au-dessus, hein. Mais vous rigolez. Mais si le besoin se fait sentir, qu'on doit contenir un résultat et qu'on a besoin d'avoir un résultat avec un joueur, un profil défensif, tu mets Debuchy ou Réveillère derrière et Jallet, tu le mets un peu plus haut et tu es sûr d'avoir deux profils de joueurs de couloir qui vont faire le travail défensif.
Il est même Voilà, très bon maintenant. au milieu. Au milieu, il Comment est même bon. À Paris, moi, je l'ai vu souvent au milieu. Il est même presque meilleur des fois au milieu parce que devant, ouais, il arrête pas de courir sur l'aile. Il est capable de marquer des buts. Il a une bonne frappe. Et C'est voilà, vrai qu'il le est assez Parisien polyvalent. commence à parler, Mais voilà. justement, comme tu me traites de Parisien, tu viens de me traiter de Parisien. Moi, je dois dire, ouais. C'est pas méchant. Non, mais je sais, je fais c'est une blague. Mais je voulais te parler, moi, de Gamero parce que c'est pareil. On a eu Mevlou Terding, il est passé à Paris. Il a fait une super première saison et ça a été un flop la deuxième année. Il est parti. Et moi, Gamero, il y a un an, c'était l'attaquant qui montait. Tout le monde le voulait. Et à Paris, bah, il a fait une première moitié de saison, ça a été. La deuxième saison, c'est une catastrophe. La deuxième partie. Et moi, j'ai peur qu'il quitte Paris, puis qu'il explose ailleurs, encore une fois, qu'il réussisse pas à Paris. Mais pour moi, c'est un super joueur. Il a un joueur qui a un super potentiel. Et son problème, c'est qu'il a. Je suis 100% d'accord avec toi. Son problème aujourd'hui à Gamero, c'est qu'il a derrière lui 2 bouffeurs de ballon. Je vais pas dire 3 parce que Pastore, il est beaucoup plus collectif. Il a 2 bouffeurs de ballon. Dont un qui veut briller, qui veut améliorer ses stats, et l'autre, mais c'est même pas de sa faute, l'autre c'est son jeu. Et je dis c'est son jeu, même si je suis d'accord que c'est aujourd'hui le seul qui est capable de faire la différence à Paris, c'est Menez. Mais le grand malheur de Gamero, c'est que ces garçons-là ne lâchent jamais leur ballon en première intention, ou même quand ils font l'appel, et il fait l'appel, il reçoit jamais le ballon, le mec, quasiment. Ouais, il était habitué à recevoir le ballon tout le temps et à Paris il l'a pas eu. Et bon, même si Néné a fait une super saison, c'est vrai qu'il y a des fois peut-être ça doit être frustrant de voir ces mecs-là qui pourraient lui donner des super ballons, que ouais, des fois ils sont pas assez collectifs. Et pour moi, ça va être dur qu'ils rebondissent à Paris parce que je pense qu'Ancelotti il cherche déjà des attaquants, donc Waro et Gamero, à mon avis, ça sent mauvais pour eux. C'est un autre débat et ce soir, on va quand même conclure. On a fait 1 heure en rab parce que Monsieur Vagno voulait intervenir et j'en suis très content. Merci Monsieur Vagno d'être venu exceptionnellement sur cette radio ce soir et ça aurait été drôle de vous avoir avec Ludovic Giuli aussi. Bon, ça se fera peut-être une prochaine fois. Le Monégasque en même temps, ça aurait été dur. Ouais, mais ça aurait été pas mal. Moi, j'ai envie de dire. Passez une bonne soirée, à très bientôt. Merci Vagno. Merci. Est-ce que Vagno, vous pouvez me faire un cadeau? Le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est rester comme vous êtes génial. Merci à toi. Et vous aussi, vous êtes cool. Bon, revenez comme vous voulez. Et je ne vous en veux pas être venu à Mons il y a quelques années. Moi aussi, je le regrette. Et voilà, c'est reparti. À bientôt. Ciao, au revoir, merci. Et voilà, ce soir, on va conclure cette émission quand même, qui a duré très très longtemps encore, avec notre invité exceptionnel Ludovic Giuli. Merci beaucoup à lui. Et vu que ce soir, j'ai envie de finir avec une autre phrase d'une autre grande personne, donc je vais repasser une ancienne émission. Donc voilà, écoutez ça, c'est assez sympa. Voilà. Bienvenue dans Quand on aime le foot, on parle foot. Voilà, donc quand vous aurez retrouvé cette personne, cette grande personne, elle est cherchée actuellement, elle est recherchée sur RTS Radio, on ne l'a pas retrouvée. Je crois qu'elle passe tous les vendredis sur À vos pronos à partir de 20h30. Voilà. C'est Stan. Voilà, c'est peut-être Stan. Et elle est aussi chroniqueuse, je crois, le mercredi dans LPA. Ah oui. Et voilà, pour le mardi aussi. Bon, merci messieurs, on conclut. Merci encore à Ludovic Giuli, merci à tous les membres, merci à tous nos auditeurs, merci à tous les membres, merci encore à Vagno, t'inquiète pas, je vais pas l'oublier. Merci à vous tous aussi, chers chroniqueurs. Merci à Monsieur Payon, notre consultant, Monsieur Jean-Jacques Dely, aussi notre parrain. Mardi prochain, grande surprise, nous ferons une conclusion sur cette Ligue 1 avec un débat qui va, attention, beaucoup remuer. Donc on verra tout ça mardi prochain. À mardi prochain, j'espère vous voir encore nombreux, chers chroniqueurs et aussi chers auditeurs. À très bientôt, ciao. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.